Ok, dernière étape de notre marathon et de notre débat, à connotation, donc effectivement, me semble-t-il, un peu plus politique, c'est-à-dire comment on pourrait tous, un peu ensemble, promouvoir la non-désertification de nos pays, la qualité des paysages. Et l'idée, c'est un peu de voir entre les syndicats paysans, les associations paysannes, les associations de consommateurs, ça a été évoqué, les associations protectrices de l'environnement aussi, comment on pourrait œuvrer ensemble, sans stigmatisation inutile, pour essayer justement de développer ces nouvelles formes d'agriculture qui sont effectivement permettraient de revivifier les pays et de ne pas endommager les paysages tout en fournissant une alimentation de qualité. Alors pour animer, ce sera Ben Lefetté, ici ex-président des Amis de la Terre et porte-parole du collectif Testé. C'est Sivins, pour ceux que... Joël Labbé ne peut pas se joindre à nous parce qu'il est retenu du coup au Parlement pour un projet de loi. Vous savez, c'est les niches parlementaires et ça tombe justement aujourd'hui, donc le sénateur ne pourra pas venir. Mais vous avez ici donc Stéphanie Pajot, présidente de la FNAB, Gérard Chopelin, ex-animateur de la coordination paysanne européenne et analyste, aujourd'hui rédacteur indépendant, Laurent Marbeau, maraîcher en AMAP dans l'Essonne, et porte-parole du Miramap, Françoise Vernet, présidente de Terre et Humanisme, directeur de la revue Kaizen. Voilà, la parole est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Merci Marc pour cette introduction. Donc, il nous a été demandé par les organisateurs de répondre à cette question. Effectivement, les associations de protection de l'environnement, de consommateurs, les élus locaux, les syndicats agricoles dans leur diversité, sont-ils en guerre permanente ou peuvent-ils s'unir au nom d'intérêt général? Alors, ce que chacun a pu constater par le passé, c'est que les deux situations existent. Il y a évidemment des situations où il y a des guerres entre ces différentes organisations et les élus ou avec les élus. On a un certain nombre d'exemples récents. Bon, voilà, moi je suis bien placé, venant effectivement de la lutte de Sivins, pour vous dire que parfois un certain syndicat agricole avec des élus locaux peuvent effectivement se retrouver en situation de conflit avec d'autres syndicats agricoles et d'autres associations de protection de l'environnement. Mais il y a évidemment aussi des cas plus récents, des cas aussi récents sur les pesticides. Sur le territoire, il y a des associations qui se retrouvent parfois en conflit ouvert parce qu'elles veulent effectivement promouvoir une agriculture sans pesticides et avec certains syndicats agricoles qui interviennent avec le soutien d'élus locaux pour tenter de les empêcher d'agir. On a aussi sur ces questions de conflit parfois de manière un peu différente, avec des syndicats, un syndicat par exemple comme la Confédération paysanne, qui souvent travaille avec les associations de protection de l'environnement, qui peut se retrouver sur certains sujets comme le loup par exemple, aujourd'hui en conflit, en désaccord en tout cas, si c'est né en conflit, en désaccord ouvert sur la question du loup avec les associations de protection de l'environnement, comme France Nature Environnement par exemple. Mais évidemment, heureusement, il y a aussi beaucoup de cas d'unité et on est là aussi pour les intervenants donneront des exemples. Il y a eu par le passé des initiatives de convergence entre ces différents mouvements. Moi, j'ai eu l'occasion d'être salarié au début des années 90 de ce qui était l'Alliance Paysans Écologistes Consommateurs. Il y a eu d'autres initiatives comme ça au fil du temps dans le cadre des réformes de la PAC ou des accords de l'OMC, où on se retrouvait avec des plateformes où étaient présentes des ONG écologistes, de solidarité internationale, parfois des consommateurs, certains syndicats agricoles, et puis qui s'appuyaient, qui coopéraient avec des élus, par exemple. Donc ça, c'est au niveau national, au niveau européen, mais évidemment au niveau local, chacun sait, on l'a vu dans la table ronde précédente, que dans le cadre de la mise en place des circuits courts, des filières locales, des AMAP, il y a souvent cette coopération qu'on peut retrouver entre ces différents acteurs. Alors, les intervenants qui sont autour de moi vont partager leurs expériences, qu'elles soient positives ou négatives de ce point de vue-là. Les difficultés rencontrées aussi peut-être pour justement travailler en convergence avec d'autres familles d'acteurs.
Et puis, dans une perspective aussi d'avenir et sans doute d'espoir, justement, des propositions pour faire encore mieux à l'avenir. Et puis peut-être même des propositions concrètes, des choses qui vont arriver dans les prochains mois et prochaines années, sur lesquelles aussi des gens dans la salle pourront aussi rejoindre ces initiatives. Évidemment, on va essayer d'intervenir pendant à peu près 30 minutes à peu près maximum, pour laisser suffisamment de temps jusqu'à 18 h pour avoir un échange avec la salle. Donc on a tous envie autour de la table de passer le maximum de temps à échanger avec vous, donc on va essayer de faire au plus court. Et donc je vais commencer par l'appliquer à moi-même en arrêtant là l'introduction. Donc on a organisé les interventions dans l'ordre qui a été sur le programme. Donc je passe la parole dès maintenant à Stéphanie Pajot, présidente de la Fédération nationale de l'agriculture biologique. Merci. Oui, bonjour à tous, donc à toutes et tous. Donc Stéphanie Pajot, moi je suis productrice de lait en Loire-Atlantique. Donc on est en GAEC à 3 associés et on a 5 salariés pour un peu plus de 3 équivalents temps plein. Donc on fait du lait, de la tome, de la crème, etc. Et on vend une partie de notre production en filière longue. Et donc aujourd'hui, je représente la FNAB. Alors c'est intéressant parce que nous, Marc, dans le débat, nous a mis plutôt dans le côté syndical, mais on ne se revendique pas forcément syndicat tout court. En fait, on se revendique plutôt un organisme de développement agricole à vocation syndicale ou un syndicat de développement agricole de l'agriculture biologique. C'est-à-dire qu'historiquement, en fait, on s'est créé parce que les paysannes et paysans bio ne se retrouvaient pas dans la représentation syndicale agricole telle qu'elle était construite, dans aucun des syndicats quels qu'ils soient, et parce que effectivement le développement agricole ne répondait pas non plus aux attentes des paysannes et paysans bio, puisque finalement il n'y avait aucun accompagnement technique ou de structuration des filières sur l'agriculture biologique il y a 30 ans. Donc on a, comme vous l'avez à l'écran, on a 3 missions. Donc effectivement, c'est une structure de développement pour apporter une expertise, accompagner les pouvoirs publics et les institutions. Donc c'est toute la relation avec les collectivités territoriales sur le développement de l'agriculture biologique. Et évidemment, en tant que structure de développement, d'abord et avant tout, accompagner les productrices et producteurs bio sur leurs projets. Donc à la fois un accompagnement technique, mais aussi un accompagnement dans l'animation et l'organisation des filières, puisque l'objectif, c'est bien effectivement de rendre ces paysannes et paysans le plus autonomes possible dans la commercialisation également de leurs produits. On a effectivement la fonction de représenter les productrices et producteurs bio à tous les échelons, à la fois l'échelon territorial mais aussi l'échelon national. Et donc on rentre petit à petit dans la gouvernance, on essaye de rentrer dans les gouvernances agricoles. C'est parfois très compliqué, je pourrais en reparler. Et puis enfin, on se définit aussi comme un mouvement citoyen parce qu'on porte un projet de société qui est effectivement de changer l'agriculture, de changer de modèle agricole et de modèle agroalimentaire. On a à ce propos établi une charte qu'on a réaffirmée l'année dernière, puisque dans le côté positif des choses, aujourd'hui on est en train de vivre un développement sans précédent de l'agriculture biologique. On n'a jamais connu une telle croissance, à la fois de la part du nombre de producteurs bio, du nombre de producteurs qui passent à la bio. On a 21 fermes par jour en 2016 qui passent à l'agriculture biologique. Et puis du côté du marché, de la consommation, une croissance à plus de 20%, quels que soient les circuits de commercialisation, parce que ce qui fait notre spécificité, c'est qu'on n'est pas uniquement dans les GMS, loin de là. Les GMS, ça représente 45% de la commercialisation des produits bio. Il y a ensuite les magasins spécialisés bio qui représentent plus de 35% de la commercialisation des produits. Et puis après, le reste, c'est la restauration collective et surtout la vente directe, puisqu'il y a beaucoup, un producteur bio sur 2 fait de la vente directe pour recréer du lien avec le consommateur. Et donc
Donc l'idée, c'est de voir comment aujourd'hui on travaille effectivement, enfin, depuis des années, on travaille de concert avec les collectivités territoriales et avec les associations environnementales sur le sujet du développement de l'agriculture biologique, avec effectivement l'idée qu'elle soit cohérente, exigeante, équitable et territorialisée. Donc on insiste effectivement, au regard des débats qu'on a eus tout au long de la journée, effectivement, pour recréer des filières beaucoup plus locales. Mais il n'empêche qu'il faut qu'on s'investisse aussi dans les filières longues et que donc on a un rôle à jouer aussi de voir comment demain ces filières longues seront réellement équitables et apporteront aux consommateurs, au-delà de la certification bio, une garantie d'une rémunération pour le producteur, puisque c'est quand même bien notre objectif de base. Donc les partenariats, on les fait dans les instances agricoles avec les associations environnementales. On est rentré dans le groupe, avec beaucoup d'hésitation d'ailleurs, hein, dans le groupe national Ecophyto. Hein, c'est le groupe qui suit l'objectif de réduction de 50% des pesticides. Bon, l'objectif a été repoussé à 2025 maintenant. Donc on ne savait pas s'il fallait qu'on y soit pour cautionner un système qui finalement dépense plus de 40 millions d'euros par an pour que l'usage des pesticides continue d'augmenter, ou s'il fallait qu'on soit en dehors. Bon, on a fait le choix d'y rentrer et d'apporter notre soutien par le fait qu'on ait une production sans pesticides aux associations environnementales qui sont notamment France Nature Environnement et Génération Future, que vous connaissez sans doute, qui, elle, effectivement, revendique la réduction voire la suppression des pesticides, mais qui, systématiquement, leur oppose le fait qu'ils ne sont pas agriculteurs, donc ils ne connaissent pas le métier, donc ils ne savent pas ce que c'est, etc. Donc voilà, on est rentré dans cette structure. Il faut savoir que c'est très compliqué et que les pressions sont permanentes, notamment de l'UIPP, donc l'industrie des produits phyto, et qu'on a encore beaucoup de chemin à faire pour avancer sur ce sujet. Les dernières décisions sur l'arrêté d'épandage des pesticides, l'arrêté de 2006 qui a été revu en fait est catastrophique. C'est-à-dire qu'il est quasiment pire qu'avant. Donc il y a quand même un sujet de fond sur la gouvernance agricole, et ça a été de nombreuses fois répété, et il est nécessaire, on n'arrête pas de le dire, de faire rentrer effectivement davantage d'organisations citoyennes dans ces gouvernances, parce que l'alimentation, elle appartient à 60 millions de personnes et pas à quelques milliers d'agriculteurs. Donc, dans le travail qu'on fait en collectif, on a aussi participé à l'organisation qui s'appelait PAC 2013, 20 structures d'associations environnementales et de syndicats, parce qu'il y avait aussi la Confédération paysanne, il y avait WWF, France Nature, FNH, Fondation Nicolas Hulot, les Amis de la Terre, le réseau Action Climat, les CIVAM, Agir pour l'environnement, la FPO. On a tous essayé de travailler collectivement sur la réforme de la PAC 2013. Faut dire que les résultats ne sont pas forcément très concluants, on va dire, et que voilà, on y a mis quand même beaucoup d'énergie pour essayer d'avancer collectivement. C'est quand même une belle expérience, et je trouve qu'il faudra sans doute revoir comment on prépare la suivante. Parce que effectivement, on a tout de même une voix à porter, une voix dissonante à porter. Sur le travail avec la restauration collective, on essaye d'avancer avec la Fondation Nicolas Hulot sur le sujet, avec FNE. Avec Agir pour l'environnement, qui lance souvent des pétitions de soutien et qui a beaucoup contribué aussi au débat citoyen dans la thématique de l'introduction de 20% de produits bio en restauration collective.
Et puis, toutes ces organisations travaillent aussi avec nous sur la sensibilisation du grand public, l'information, etc. On organise souvent des portes ouvertes, des ciné-débats, des colloques, des fêtes de la bio, etc. Et ces organisations sont souvent à nos côtés. Il y a Bioconsommateurs, Agir pour l'environnement nouveau. Il y a évidemment Miramap, mais là je laisserai le représentant s'exprimer sur le sujet, puisqu'on travaille en partenariat avec les AMAP sur beaucoup d'actions. On travaille un peu plus avec Greenpeace. Ça a été compliqué au début. Il y a un peu plus de dialogue et de discussion. Il y a aussi Info OGM qui, pour nous, est un support extrêmement intéressant parce qu'effectivement, on ne peut pas s'occuper de tout. Et la veille sur les OGM, ils font un travail remarquable et on s'appuie beaucoup sur eux pour avancer. Et puis évidemment les associations locales sur les territoires pour les jours de portes ouvertes, essayer de sensibiliser le grand public, etc. Ces associations sont parfois même dans nos conseils d'administration, c'est-à-dire au sein de nos structures départementales, elles sont rentrées dans les conseils d'administration pour travailler avec nous sur les sujets. Donc c'est une question qu'on se pose à l'échelle nationale. Faut-il ou non faire rentrer effectivement ces associations également à l'échelle nationale. Voilà. Et enfin, il a été posé la question des difficultés et voilà, parfois avec éventuellement les élus ou les associations environnementales. Évidemment, avec les élus, on sent des lobbies très forts qui existent en permanent. On a vécu l'histoire des 20% où on sait que les lobbies des interprofessions conventionnelles ont été extrêmement puissantes pour influencer le Sénat et faire rebuter la loi. Il y a cet après-midi, par exemple, on me dit « Ah, mais cet après-midi, tu es en colloque au Sénat ». Il y a un colloque d'organisé sur les femmes agricultrices, organisé par Gérard Larcher au Sénat. Je suis présidente d'une structure nationale, paysanne bio, 10 000 producteurs, voilà. À aucun moment, on ne m'a proposé de participer à ce débat sur les femmes en agriculture. Bon, voilà, on voit bien qui intervient dans ces débats. C'est que des représentantes de la FNSEA ou et des FRSEA. Bon, voilà. Donc, on voit qu'on a encore du chemin à faire sur le sujet. Et puis, effectivement, a été évoqué des difficultés. On a sur le débat sur la viande. C'est évidemment des débats sur lesquels on n'est pas forcément d'accord avec des associations comme L214, puisque effectivement nous on revendique de consommer moins de viande, mais malgré tout d'avoir de l'élevage, puisque ça fait partie des fondamentaux agronomiques qu'on porte, et donc c'est parfois compliqué avec des associations comme ça. Avec France Nature Environnement, on n'était pas du tout d'accord avec eux sur ce qu'ils ont porté au ministère de l'Agriculture, c'est la haute valeur environnementale, la fameuse HVE, une certification environnementale qui en fait ne s'appuie sur aucun cahier des charges précis, que chacun finalement s'attribue commercialement sans qu'il y ait un contrôle externe fait par tiers et où il y a une opacité totale sur qu'est-ce qu'il y a dans les cahiers des charges. Voilà, donc vous voyez apparaître des vergers éco-responsables ou je sais pas quoi qui se revendiquent d'une haute valeur environnementale et en fait il n'y a aucun suivi et contrôle derrière. Et là on était fondamentalement contre ce dispositif. FNE l'a beaucoup porté et il est aujourd'hui existant au sein du ministère de l'Agriculture. Et puis j'aurais tendance à dire avec les associations environnementales en général, on a du mal de dire agriculture biologique. C'est-à-dire que vous entendez agriculture écologique, agroécologie, etc. Mais le mot agriculture biologique a du mal de sortir et donc on a tendance à être un peu agacé et énervé, parce que nous, on existe, voilà, aujourd'hui, il y a 35 000 producteurs bio, et pourquoi, une bonne fois pour toutes, on ne parle pas d'une réalité concrète qui est l'agriculture biologique. Voilà. Je crois que je suis dans les temps ou... Ah bon, ça va, bon, très bien. Et donc, pour finir, je dirais qu'il faut
pour avancer, il faut évidemment fédérer davantage nos forces. On manque souvent, évidemment, entre nous tous, là, investis dans différentes associations, on manque de temps, on manque de moyens financiers, ça a été beaucoup rappelé. On manque de coordination entre nous, puisqu'il y a des fois des actions qui sont, on n'est pas au courant, ou on est en retard, ou on se raccroche au wagon à la dernière minute, et c'est beaucoup moins performant. Et je pense on aurait encore beaucoup d'améliorations à faire sur la coordination. On est quand même relativement atomisé. Alors, chacun a son existence, son historique. Chaque structure veut exister parce qu'elle a des adhérents, mais à un moment donné, ça devient quand même... on manque d'efficacité, quoi. En face, c'est le rouleau compresseur et ils sont beaucoup plus coordonnés que nous le sommes. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire dans le sujet. Et il y a encore des instances sur lesquelles on manque de force vive. Nous, on est sollicités, par exemple, pour participer au débat de l'ANSES, en tant que représentant de l'agriculture biologique et citoyen, finalement, association citoyenne également. En fait, on n'y arrive pas, quoi. L'ANSES, c'est l'association qui valide les sanitaires, enfin le côté sanitaire. Sécurité sanitaire, merci, oui, parce que Agence nationale de sécurité sanitaire. Et donc, en fait, c'est là que notamment sont validés l'usage ou non des pesticides, etc. Et on est en incapacité, nous, de suivre la totalité des réunions et l'expertise qu'il faut avoir sur tous ces dossiers-là. Et donc là, sans doute qu'on aurait aussi, Génération Future y est, et apporte une vraie expertise sur le sujet, mais on aurait sans doute besoin également d'autres forces vives sur des enjeux comme ceux-ci. Voilà, et puis je finirai pour dire qu'effectivement, dans les propositions, ça a déjà été évoqué plusieurs fois, mais il y a le ministère de l'Alimentation, plutôt que du ministère de l'Agriculture, nous on propose le ministère de l'Alimentation et des Territoires, c'est évident, qu'il faut une gouvernance territoriale, mais je pense que Miramac en parlera mieux que nous, parce qu'ils ont une vraie proposition concrète là-dessus. Et que aujourd'hui, il faut faire attention aussi parce que j'entends aussi les questions autour de la bio, l'industrialisation de la bio, etc. Je rappelle juste qu'aujourd'hui, qu'on n'est qu'à 6% des surfaces agricoles, que l'enjeu pour nous, c'est d'abord de développer l'agriculture biologique pour sortir de la chimie, parce qu'il y a un enjeu écologique majeur sur les territoires, pardon, et que les lobbies agro-industriels se chargent, eux, de discréditer l'agriculture biologique. Donc, si dans nos mouvements, on pouvait éviter exiger de l'agriculture biologique plus que ce qu'elle ne peut des fois apporter, parce qu'elle apporte déjà beaucoup, ça nous aiderait aussi, parce que très honnêtement, en face, ils s'intéressent forcément au sujet. Certains commencent à dire « Oui, mais bon, les agriculteurs bio, là, cette année, ça a été difficile. Vous pourriez quand même autoriser l'usage des pesticides dans l'agriculture biologique parce que ça les aiderait. » Enfin, c'est pas une demande du tout des producteurs bio, quoi. C'est voilà. Ou c'est des viticulteurs qui, malheureusement, techniquement, n'ont pas réussi leur conversion à la bio, qui repassent en conventionnel et qui disent « Non, mais si on pouvait repasser en bio, mais en réduisant la durée de conversion, parce que finalement, bon, on repasse une fois, on utilise des produits chimiques, on repasse en conventionnel, mais si on pouvait repasser en bio en réduisant le temps de conversion, ce serait quand même pas mal. » Donc voilà, ça, c'est des mouvements qui existent, c'est porté par l'agriculture conventionnelle qui cherche à discréditer l'agriculture biologique. Donc faisons attention sur les sujets pour contrecarrer ça. Nous, en tout cas, c'est évidemment pas ce qu'on porte. Et voilà. Merci, et puis on passera au débat après. Merci beaucoup Stéphanie, notamment d'avoir été si précise aussi sur les exemples concrets de partenariat de la FNAB avec des différents acteurs. Ce que je retiens notamment, c'est ça démontre une forte volonté de coopérer de la part des producteurs d'agriculture biologique, ça c'est clair, on le voit à travers plein d'exemples. Ce que tu nous dis aussi, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs. Alors c'est vrai que dans le milieu de la protection de l'environnement, par exemple, il y a quand même beaucoup d'acteurs en France, plus ou moins spécialisés, et que du coup, ça oblige aussi à passer beaucoup de temps en discussion, en concertation avec ces organisations, ce qui est moins le cas quand même, on va dire, du côté agricole. C'est énormément le cas aussi du côté des consommateurs, avec une vingtaine d'associations de consommateurs à peu près. Donc c'est très difficile, je pense,
pour vos organisations, effectivement, de passer du temps en coopération, en concertation. Ce que j'entends aussi, c'est un besoin de dialogue permanent, nécessaire pour éviter des couacs, justement. Tu parlais avec FNE, des divergences aussi de positions en allant au ministère. Bon, il y a parfois des positions divergentes qui sont assumées après discussion, qui restent des divergences et chacun porte sa position, c'est tout à fait normal. Mais il y a aussi parfois des divergences qui sont simplement un manque de dialogue et un manque de partage de connaissances ou de vision, effectivement, des pratiques à l'école ou d'expérience. Donc, je passe la parole donc, maintenant à Gérard Choplin, qui, lui, de par son expérience européenne, nous amènera peut-être aussi un petit peu en dehors de la France pour qu'on ait aussi un peu de recul sur ce qui se fait aussi ailleurs en Europe, à la fois aussi là des expériences qui marchent, aussi peut-être des difficultés, des échecs aussi parfois tentatives de coopération. Donc je te passe la parole, Gérard, dès maintenant. Merci Ben. Alors, quand j'ai vu le mot, dans la première question de cette table ronde, j'ai vu le mot « tous unis », je me suis dit, je ne sais pas comment j'ai démarré, mais mon histoire et l'histoire des organisations paysannes pour lesquelles j'ai travaillé pendant 30 ans est venue justement du fait qu'elles se sont opposées aux syndicats majoritaires ici en France, la FNSEA, mais dans d'autres pays, ça s'est passé pareil. Et d'une certaine façon, ces organisations ont eu besoin individuellement et collectivement de se mutiner contre les grandes organisations agricoles classiques et aussi de se mutiner contre ce qu'on a appelé en 1982 le productivisme en agriculture et notamment ses dégâts sociaux et environnementaux. Et mon premier travail en 1982, après être passé par l'agro en 1972, c'était de renéoter un fameux rapport qui s'est appelé la remise en cause du productivisme. Et à ce moment-là, j'étais animateur national du syndicat des travailleurs paysans. Et donc cette question, cette rébellion contre le productivisme et ses dégâts, et cette rébellion contre les organisations agricoles qui sont censées défendre les intérêts des paysans, mais qui en fait défendent d'autres intérêts, ça a été au cœur un peu de mon parcours. Et voilà. Donc après, bien sûr, on est absolument obligé, étant donné le nombre de paysans qu'il y a et le nombre de paysans qui se rétrécit, tout seuls, les paysans, ils ne vont pas arriver à faire bouger les choses, et toutes seules, les organisations paysannes ne vont pas arriver à faire bouger les choses. Et les paysans et les citoyens ensemble, enfin, ça a été largement dit ce matin, mais on a bien sûr les mêmes intérêts. On a les mêmes intérêts pour sauvegarder l'environnement, la fertilité des sols, on en a beaucoup parlé, la biodiversité, la qualité des produits, etc. Donc on a des intérêts communs, mais qui sont souvent oubliés par certaines organisations paysannes et qui vont au conflit. Et donc nous, comme on n'a pas trop d'alliés dans les puissances économiques et les puissances financières qui tiennent en fait les manettes des politiques, contrairement aux autres, si je peux parler de la FNSEA. La FNSEA, et je peux parler au niveau européen du COPA. Le COPA, c'est le Comité des organisations professionnelles agricoles qui rassemble la FNSEA et puis d'autres les équivalents, bien que chaque organisation est très différente. Mais ils sont alliés presque intrinsèquement à l'industrie chimique et au syndicat qu'on appelle aujourd'hui Fundric Europe, qui est le grand syndicat de l'agroalimentaire européen. Si vous regardez régulièrement leur site, ils font des communiqués communs. Hein, et ils ont fait un beau communiqué commun en faveur du CETA, par exemple, il y a 2 ans, qui est un communiqué à étudier. Et donc, eux, ils sont, de cette alliance-là, ils sont puissants. Et je dirais que le COPA, la FNSEA, ils sont autant puissants parce qu'ils sont alliés aux intérêts financiers et économiques que parce qu'ils représentent, en France, quand même une majorité, 55%, je crois, aux dernières élections, des agriculteurs. Mais ils ne font que 55%. Et donc, face à ça, nous, les organisations paysannes critiques, vous les appelez comme vous voulez, on n'a qu'une seule alternative, si on veut peser, c'est d'avoir l'opinion publique avec nous, en face de cet autre bloc. Mais c'est difficile, effectivement, d'être tous unis entre les deux blocs, je pense. Parce que là, les intérêts sont souvent divergents. De temps en temps, on arrive à avoir de mêmes commentaires.
Par exemple, si vous prenez l'équivalent de la FNSE en Allemagne, ça s'appelle le DBW, eh bien, le président du DBW est automatiquement membre du conseil d'administration de Bayer, par exemple, de la grande firme chimique Bayer. Et le journal de notre, enfin je dis encore notre, moi j'ai arrêté de travailler pour ce réseau en 2012, mais je dis encore notre organisation allemande, dans son journal, elle a publié il y a très longtemps le nombre de mandats dans les conseils d'administration du président du DBW allemand, et c'était toute une page. Évidemment ça change quand ça change de président. Et donc avec la FNSEA, vous n'avez pas la pire des organisations agricoles en France. Voilà. Voilà. Si vous allez en Flandre belge, vous ne serez pas gâtés. Hein. Voilà. Et donc, on a absolument besoin, et on a eu besoin d'alliés, et on l'a fait très tôt. Donc, nous, on a pu ouvrir, on avait évidemment très peu de moyens, on a construit un réseau européen dans les années 80, et en 89, on a réussi à ouvrir un petit bureau à Bruxelles, et depuis ce temps-là, donc depuis 89, je suis à Bruxelles et j'y suis resté. Et dès 92, je me rappelle, à notre Assemblée Générale, on a invité justement des réseaux dont a parlé Ben, ces réseaux sur la PAC qui ont eu différents noms, des alliances, des coalitions, etc. Il y en avait dans pas mal de pays, finalement, qui se sont créés au fur et à mesure des différentes réformes PAC. Et à notre Assemblée Générale de 92, on les a fait se réunir et se rencontrer pour la première fois chez nous. Et on a essayé de pousser nos organisations justement à être moteurs dans ces alliances, à les initier, etc. Et c'était très important. Et je dirais que pour gagner, et sans aucune référence au contexte politique actuel en France, mais pour gagner, il faut des alliances. Et nous, en tout cas nous, non, j'ai dit sans aucune référence. Mais en tout cas, pour nous, c'était essentiel. Et je veux juste vous témoigner d'une bataille qu'on a gagnée, et qu'on a gagnée au niveau européen, et c'est pas rien, parce qu'il y avait une large alliance entre énormément de groupes. Et en 1987, on a été alerté par une vétérinaire allemande, mais aussi par une activiste des États-Unis, que les grands groupes chimiques, il y en avait trois, il y avait Monsanto, Eli Lilly et puis Upjohn, je crois, essayaient de mettre sur le marché européen, mais aussi américain, une hormone laitière. On était à la fin des années 80, on avait, de toute façon encore, on n'avait plus autant d'excédents de lait, mais on était toujours à 10% au-dessus de notre consommation. On n'avait pas besoin de produire plus de lait, et voilà qu'on nous propose une hormone qui était en plus transgénique, mais à ce moment-là, ce n'était pas le débat, on n'était pas encore dans le débat là-dessus, mais c'était une hormone. Hein. Et en France, on avait vécu en 1980 le scandale des fausses hormones, donc c'était très sensible, et ils ont fait une erreur stratégique. Bon, ils ont cru qu'ils allaient la faire passer. Et je me rappelle très bien, donc je venais d'arriver à Bruxelles, et je reçois un coup de téléphone de la firme Eli Lilly, qui essayait de mettre... Et le représentant Europe d'Eli Lilly me dit, écoute, on a fait la même école. Bon, je dis peut-être. Et est-ce qu'on peut se voir? Et alors on était mangés ensemble. Et à la fin, il me dit, bah, tu sais, l'hormone laitière, de toute façon, on va la mettre sur le marché. Bon. Et je lui dis du tac au tac, sans réfléchir, mais très spontanément, non, de toute façon, elle ne sera jamais sur le marché. Bon. Et à ce moment-là, j'en menais pas large. Hein. Et je pensais pas qu'on allait pouvoir gagner, parce que c'était quand même des monstres en face de nous. Et la Commission européenne était très en faveur de la mise sur le marché de l'hormone laitière. Eh bien, on a monté une campagne avec beaucoup d'alliés, et au niveau européen, et finalement, ça a duré longtemps, mais en 99, c'était après plusieurs moratoires de l'hormone laitière, en 99, je crois que c'est 99, là, finalement l'hormone laitière a été définitivement interdite. Pendant ce temps-là, on était très en relation avec la même campagne aux États-Unis. Eux, ils ont perdu, mais la société civile, c'est encore beaucoup plus difficile aux États-Unis qu'en Europe. Et malheureusement, ils ont eu l'hormone laitière. Et cette petite vache que je promène toujours avec moi est un cadeau symbolique de John Kinsman, qui est malheureusement décédé, il était très âgé, qui est un des leaders de cette campagne contre l'hormone laitière, est un producteur de lait du Wisconsin. Il avait réussi à l'interdire dans le Wisconsin pendant quelque temps, mais aux États-Unis, c'était autorisé, et c'est la catastrophe pour les éleveurs. Hein. C'est une vraie catastrophe. Bon. Et je crois qu'aujourd'hui, Monsanto, c'est une hormone en perdition que Monsanto va peut-être retirer un jour. Mais... Donc, c'est important si on veut mener une bagarre politique, en plus au niveau européen,
Et on a été amené, bien sûr, avec les négociations internationales de l'OMC, de travailler au niveau international. On était bien obligés, puisqu'on allait passer l'agriculture à la moulinette de règles internationales du commerce international très, très néolibérales. Et donc, on a été poussé, avec les organisations paysannes avec qui on était en contact dans les différents continents, de créer un mouvement paysan mondial qui s'est appelé Via Campesina. On l'a rassemblé pour la première fois donc en Belgique en 1993. Et depuis, bon, il a fait son bonhomme de chemin. Et c'est un des réseaux de la société civile et un des réseaux professionnels au niveau mondial qui est le plus structuré et le plus important dans tous les rassemblements mondiaux alternatifs ou altermondialistes. Voilà. Bon. Et ça veut dire qu'il faut à la fois faire des alliances entre différents secteurs, avec les autres acteurs de la société civile, mais aussi au niveau horizontal entre agriculteurs. Nous, on l'a fait au niveau européen et après, on l'a fait au niveau international. Donc, il y a eu énormément de travail pendant toutes ces 30 années de coalition. Nous, on a lancé, par exemple, je me rappelle, en 2001, on a lancé au niveau bruxellois pour travailler sur les réformes PAC en profondeur, pour échanger en profondeur avec les différents acteurs comme WWF ou bien les Amis de la Terre ou bien d'autres. Et aussi, il y avait même les jeunes agriculteurs qu'on a réussi à entraîner pendant quelques années là-dedans. Et on a créé un réseau qui se réunissait tous les 2 mois. Et tous les 2 mois, on prenait un thème, par exemple, je ne sais pas quoi, le gel des terres ou bien le verdissement. Et on essayait d'approfondir les différences entre les organisations. Et j'ai réussi à faire bouger un petit peu ces réseaux par rapport à la bêtise du découplage des aides PAC par rapport à la production. Ça, ils ont bougé un petit peu même. Un petit peu, voilà. Et alors, il y a des régions aussi en Europe qui sont plus actives parce qu'elles sont des fois plus impactées par le productivisme. Et je voulais vous citer parce que c'est une région que j'aime bien, où j'ai travaillé d'ailleurs sur une ferme, c'est en Basse-Saxe en Allemagne. La Basse-Saxe en Allemagne, c'est très près, malheureusement pour elle, c'est comme la Bretagne, de 2 grands ports d'importation de l'alimentation animale qui sont Brême et Hambourg. Et donc dans toute la Basse-Saxe, et puis ça va jusque dans le Brandenbourg vers Berlin, vous avez d'énormes élevages industriels, et qui sont beaucoup plus gros que ceux que vous pouvez trouver en Bretagne. Et là, il y a bien sûr des coalitions donc locales ou régionales qui se sont montées contre ces élevages industriels et qui manifestent et qui font un gros travail médiatique et tout ce qu'on veut, et qui marchent assez bien. Et des fois, ils arrivent à empêcher un agrandissement, parce qu'en plus, elles continuent à s'agrandir. Et grâce notamment avec les primes qui sont données au biogaz, hein, des fois, c'est des grandes fermes laitières qui ont plus de revenus avec le biogaz qu'avec le lait. Et puis parfois aussi, elles ratent. Et toutes ces organisations se retrouvent au niveau fédéral en Allemagne tous les 3e samedis de janvier, depuis, je ne sais pas combien, 6 ou 7 ans. Il y a une grande manifestation avec plus que 20 000 personnes qui manifestent à la porte de Brandebourg à Berlin pour tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Pour une agriculture, des territoires, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est quand même important, même si le gouvernement allemand s'en fout royalement, je veux dire, jusqu'à présent, n'empêche que ça chemine, je crois, dans l'opinion publique, et sera, à mon avis, sûrement des impacts dans les politiques futures. Et je voulais citer aussi en Belgique, et c'est assez récent, et c'est un petit peu depuis le premier forum Nieleni Europe qu'on avait organisé en 2011 en Autriche sur la souveraineté alimentaire. Donc là, il y a tout un réseau aussi qui s'organise, qui rassemble plein d'initiatives locales et plein d'organisations. Et en Belgique, s'est construit un réseau qui s'appelle le réseau de soutien à l'agriculture paysanne, et qui est un réseau assez activiste et qui sont ils sont disponibles, quoi. Ils sont prêts, quoi. S'il y a quelque chose à faire à Bruxelles, et il y a toujours quelque chose à Bruxelles, ils sont là, ils sont prêts, ils ont des hackers qui détournent les panneaux publicitaires, ils rentrent dans l'informatique des panneaux publicitaires et ils vous mettent d'autres messages. Il y a des gens que moi que j'apprécie parce que je ne saurais pas le faire, mais c'est un réseau actif et qui se bat aussi pour ce qu'on a dit, pour l'agriculture urbaine et pour l'installation. Il y a de gros problèmes fonciers en Belgique. Il n'y a aucune régulation du foncier en Belgique. Vous avez encore de la chance, même si la politique de régulation est ce qu'elle est en France. Mais il y a des pays, il faut savoir, il n'y en a aucune. Et le problème, c'est qu'on a une politique agricole commune, mais on n'a, par exemple, pas seulement pas de fiscalité commune, mais on n'a aussi pas de politique foncière commune. Et donc, si aujourd'hui... Oui, je vais avoir fini.
Et aujourd'hui, ça me paraît essentiel par rapport à tout ce qui a été dit dans les tables rondes précédentes, notamment sur toutes les initiatives locales. On a bien vu à l'autre table ronde. Ça me paraît essentiel si on veut qu'elles aient plus qu'un espace de niche. Il faut absolument articuler ça avec un vrai travail politique au niveau national, européen et international pour changer la politique agricole. Et là, on commence un débat actuellement sur la prochaine PAC de 2020 et aussi qu'on ne pourra changer vraiment de politique agricole, parce que moi j'ai compris aujourd'hui qu'il fallait, enfin je le sais depuis longtemps, mais ça a été confirmé qu'il faut changer de politique agricole. On ne pourra le faire aussi que si on change les règles du commerce international. Et c'est quelque chose sur lequel les organisations paysannes doivent beaucoup, et pas seulement elles, mais doivent beaucoup plus travailler qu'elles ne le font. Et si on arrive à modifier ces règles du commerce international pour avoir un cadre possible au niveau européen pour vraiment changer de PAC. Et en conclusion, je voulais vous citer 2 phrases. Une qui vient de mon livre, je m'excuse, qui vient de sortir vendredi dernier. C'est pas, je pense que Xavier Belin n'avait pas eu le temps de le lire, donc j'y suis pour rien. Mais pour revenir au premier mot que j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, les paysans mutins d'aujourd'hui sont d'utilité publique. Et je pense qu'il faut leur rendre hommage. On en a eu plusieurs dans la salle auparavant. Et pour finir, je citerai Edgar Morin, quelqu'un que j'aime beaucoup, et qui a dit, et ça fait référence à quelque chose qui a été dit dans la première table ronde, mais le probable, c'est la catastrophe. Mais l'improbable est souvent arrivé dans l'histoire humaine. Merci. Merci Gérard. Donc pour faire bref, je dirais simplement que nous qui avons toujours l'habitude de nous plaindre en France, tu nous rassures avec cette vision européenne, où finalement sur plein de sujets c'est bien pire ailleurs. Et donc ça nous redonne aussi peut-être du courage pour agir. On a peut-être des adversaires moins puissants qu'on ne le croit aussi en France. On quitte un peu la dimension internationale pour revenir là au niveau local, où historiquement c'est aussi parce que justement, malgré les mobilisations, malgré les alliances effectivement entre consommateurs, écologistes, syndicats agricoles, etc., on n'arrivait pas aussi à changer la politique agricole commune, que de plus en plus de gens se sont tournés aussi vers l'action concrète, l'action locale, de mettre en place des circuits courts, de mettre en place des filières. Et donc, ben voilà, c'est Miramab qui peut nous en parler le mieux aussi, en tout cas autour de cette table. Et donc, je te laisse la parole, Laurent, pour nous donner quelques partages d'expérience de votre point de vue d'organisation. Bonjour à tous. Donc, justement, je rebondis un peu sur ce que tu viens de dire. À la base, on avait été invité pour participer à la 3e table ronde sur les circuits courts. Et on a demandé à participer à la 4e parce que justement on trouvait que c'était assez réducteur de résumer les AMAP à un circuit court, à une filière, à une organisation de filière. L'idée pour nous, c'est surtout que l'agriculture est quelque chose de trop important pour la laisser aux seuls agriculteurs. Et je rajouterai aujourd'hui, vu là où on est, aux agronomes. Voilà, c'est quelque chose qui concerne tout le monde, qui a de l'impact sur tout le monde. On a parlé des externalités négatives, on a parlé de plein de choses. Et le but des AMAP, c'est justement de casser cette barrière qui est entre profession agricole, production de produits de consommation, on va dire, d'alimentation, et les citoyens que nous sommes tous, paysans y compris, et agronomes. Voilà. Pour nous, l'idée vraiment des AMAP, c'est vraiment ça, c'est de se débarrasser un peu de tout le côté commercial qu'il peut y avoir dans le lien à l'alimentation, à la production d'alimentation. Aujourd'hui, les AMAP, c'est vraiment des partenariats entre des gens qui mangent, on est tous mangeurs, et des gens qui jusqu'à maintenant étaient spécialisés, on va dire, dans la production. Donc on s'appuie bien sûr sur ces gens qui sont spécialisés à la base et qui ont ces connaissances-là, mais aussi appuie aussi sur tous ceux qui ont envie de devenir agriculteurs demain, pour créer justement cette nouvelle forme de production et cette nouvelle démocratie alimentaire. Nous, on parle beaucoup d'agriculture citoyenne, voilà, pour vraiment décloisonner ce débat-là. Voilà. En tant qu'organisation agricole, on a très peu de poids. Le combat sur les OGM, par exemple, en France, il n'a pas été gagné par la seule Confédération paysanne, mais parce que la Confédération paysanne, elle s'est alliée à tous les citoyens consommateurs qui étaient là justement pour affirmer un peu leur force. Aujourd'hui, l'agriculture biologique, on ne représente pas grand monde, on ne représente pas beaucoup de paysans, un très petit pourcentage. En même temps, on est très connu. À l'image des AMAP, un peu, on est très peu nombreux et on est pourtant très connu. Il y a quasiment tout le monde en Ile-de-France sait ce que c'est une AMAP, enfin en tout cas croit savoir ce que c'est une AMAP.
pour nous, vraiment, le plus important, c'est ce lien-là, sortir de la consommation, sortir du commerce pour les paysans. Moi, quand je me suis installé, on m'a dit qu'il fallait que je sois paysan, mais en plus commerçant, ce à quoi je me refusais pas forcément. Je voyais bien que c'était une solution. Mais en même temps, aujourd'hui, je suis paysan AMAP, je suis pas commerçant. Je produis en collaboration avec des citoyens. On décide ensemble de ce qu'on produit, pourquoi on le produit, comment on le produit. Et donc, je peux aussi avoir des contraintes, si j'aime pas le mot, des exigences, on va dire, vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis du lien social, vis-à-vis de plein de choses qu'on assume collectivement. Et c'est pas moi seul paysan de dire moi je veux pas d'OGM, je veux pas de pesticides, et c'est moi qui vais assumer les conséquences par mon temps de travail, par ma force physique, par mon investissement, par des choses comme ça. C'est bien les citoyens ensemble qui décident de manger autrement et qui décident de produire autrement, quoi. Et aujourd'hui, on est 200, 250 paysans en AMAP en Ile-de-France. On est 15 000 familles. On dit que ça représente près de 60 000 personnes. Pour nous, tous ces gens-là sont coproducteurs de l'alimentation qu'ils produisent. Donc, ils la produisent de différentes façons. Il y a plein de façons de s'intégrer dans une AMAP. On peut donner des coups de main à la ferme. On peut aider à la gestion du lieu de distribution. Voilà. Mais chacun à sa petite échelle, on participe et on coproduit notre alimentation, quoi. Notre nom, il porte aussi à confusion, les AMAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. On a été fondé aussi par des gens qui étaient proches de la Confédération paysanne, mais l'agriculture paysanne, pour moi, ça appartient pas qu'à la Confédération paysanne, même si c'est bien sûr le syndicat dont on se sent le plus proche. Voilà. Et aujourd'hui, voilà, on voudrait un peu dépasser ça. Le maintien, déjà, il n'y a pas grand-chose à maintenir, honnêtement. Voilà, l'agriculture paysanne, elle a fortement disparu. Bien sûr, il y a encore des gens sur qui il faut s'appuyer pour recréer quelque chose, mais on a vraiment besoin de développer l'agriculture paysanne et pas juste de la maintenir, quoi. Je relis un peu mes notes, j'avais essayé d'être concis, mais voilà. Voilà, on a parlé aussi pas mal des problèmes avec les régions qui ont changé de majorité. Nous, ça a posé des gros problèmes parce que justement, à partir de petites expériences AMAP, toutes individuelles et toutes locales, très locales, très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on aille plus loin et qu'on pouvait pas rester dans sa petite commune avec ses petits citoyens localement à faire des actions locales, même si c'était vraiment la base du mouvement des AMAP. Et on avait besoin d'aller se faire représenter plus loin. Aujourd'hui, il y a des réseaux structurés dans pas mal de régions. Voilà, il y a un mouvement Miramap dont je suis le porte-parole aujourd'hui qui est beaucoup plus petit que chaque entité locale, on va dire. Il n'y a que 2 salariés au niveau du Miramap. C'est pas une organisation verticale, pyramidale qui va gérer les AMAP. C'est plutôt à chaque fois des AMAP localement qui ont envie de se fédérer pour mener des actions qui les dépassent localement, on va dire. Et donc voilà, les réseaux sont pas des endroits où on rend service, où on chapeaute un peu des AMAP, mais bien des endroits où les AMAPiens viennent, se mettent ensemble, mutualisent des moyens et vont vers une action plus politique, on va dire. Par exemple, dans les combats qu'on mène et qu'on a plus ou moins commencé à gagner, en tout cas un petit peu. Aujourd'hui, on siège en Ile-de-France et dans une autre région de France, je me souviens plus laquelle, mais il y a 2 régions de France maintenant où on siège dans les CDPNAF. Les CDPNAF, c'est les comités départementaux de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. J'ai réussi. Voilà. Et donc, c'est un endroit où justement on examine les PLU et on examine les PLU d'un point de vue environnemental. Les associations environnementales sont là. Des fois, c'est pas toujours justement hyper pertinent parce que les gens sont pas forcément liés à l'agriculture. En gros, c'est cloisonné. Il y a les syndicats agricoles, il y a les organisations environnementales, et il n'y a pas vraiment de lien entre les deux. Ou alors, il y a un peu du copinage des fois. C'est un peu bizarre. Et nous, on arrive les AMAP un peu en mettant les pieds dans le plat, en ayant des citoyens, des paysans, et en ayant un peu les deux tenants et aboutissants du problème, quoi. Et ça nous a permis pas mal de coopérer aussi avec des gens intéressants, des représentants des chambres d'agriculture. On n'aurait pas cru parce qu'en Ile-de-France, on est quand même très mal lotis en tant que chambre d'agriculture. Mais les gens sur le terrain, comme on l'a dit plusieurs fois tout à l'heure, des salariés des chambres d'agriculture ont une éthique personnelle qui n'est pas forcément celle du syndicat qui les dirige. Et donc on s'aperçoit qu'il y a quand même vraiment des choses à faire. On a encore des problèmes aujourd'hui de maraîchers qui s'installent et qui ne peuvent pas construire une serre, qui ne peuvent pas construire un bâtiment, des choses comme ça sur les terres agricoles, avec un enjeu en Ile-de-France en gros qui est l'urbanisation et en gros qui va faciliter l'installation ou l'agrandissement des céréaliers. Dans le sens où le céréalier, demain, on peut le dédommager, on peut l'exclure de sa terre, on peut lui redonner un peu plus loin de Paris des terres agricoles, alors qu'un maraîcher, une fois qu'il est installé, qu'il a construit des serres, des bâtiments, des choses comme ça bloque pas mal les choses. Donc on a vraiment besoin, nous, en tant que citoyens, en tant que paysans, d'aller dans ces instances-là. Pour l'instant, c'est à très petite échelle, les AMAP, c'est pas très vieux, on fait notre petit chemin au fur et à mesure. Notre renommée dépasse largement les moyens qu'on a pour agir, mais voilà, on essaie de s'allier un peu avec tout le monde, le plus possible, de se faire connaître le plus possible, de créer ce lien vraiment, qui est vraiment, une fois qu'on est sorti du côté commercial de l'alimentation, on peut justement être transparent, on peut critiquer nos méthodes agricoles, on peut les améliorer, on peut imaginer plein de choses, mais toujours avec ce maître mot qui est de l'assumer tous ensemble, quoi. Je sais pas au niveau timing où j'en suis. Très bien, il y a encore 2 minutes potentiellement, mais je voulais aussi t'interroger justement sur
quelque part comment les Miramap voient ce qui peut être perçu comme une concurrence, en tout cas des nouveaux modèles de distribution comme ça, de circuits courts, que ce soit en bio ou pas en bio, parce que de plus en plus c'est pas en bio justement. Comment vous voyez les choses de ce point de vue-là? À quoi fais-tu allusion plus précisément? Non, enfin moi je sais qu'au niveau local, par exemple moi qui suis dans le Tarn, il y a quelque chose qui s'appelle Locavor maintenant, qui ce sont des distributions aussi comme des AMAP et pas en bio. Bon, on voit que ça foisonne, des magasins de producteurs, etc. Bon, la Ruche qui dit oui, évidemment, je pense que c'est ça qui peut faire polémique peut-être, mais en tout cas ça foisonne. Alors voilà, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, notamment est-ce que certaines organisations qui étaient potentiellement des alliés jusqu'à présent commencent à soutenir ce genre de choses et que vous avez l'impression, vous, que justement c'est une dérive? Enfin voilà un petit peu dans cette logique de partenariat multi-acteurs, est-ce que sur ce sujet-là, il y a des difficultés ou des problèmes Alors justement, j'insistais là-dessus, c'est vraiment pas une organisation de circuit court, on n'est vraiment pas une organisation de filière, et nous, tout ce qui va dans le sens d'une agriculture, d'une organisation de filière qui permet à des paysans de vivre de leur métier et à des paysans qui respectent mieux l'environnement, on promeut ça, on y participe. Il y a des paysans AMAP qui ont des magasins de producteurs, qui travaillent avec la restauration scolaire, qui travaillent. Enfin voilà, il y a vraiment le Miramap, on n'a pas une chasse gardée d'un marché ou des choses comme ça, au contraire. Pour nous, les AMAP, ce qu'on voit un peu, c'est que l'émergence des AMAP, c'est quoi? C'est le Japon dans les années 60, où après la guerre, une orientation de l'économie qui dit l'agriculture c'est fini, on n'a pas assez de place, on va faire de la haute valeur ajoutée, on va faire de l'informatique, enfin l'informatique c'était encore un peu tôt, mais de l'industrie de pointe et des choses comme ça. On va délaisser l'agriculture, et donc là des gens se rebellent un peu et disent nous on va aller voir les paysans qui restent, et on va voir avec eux comment on peut se nourrir ensemble, parce qu'on n'a pas envie d'avoir l'agriculture importée, on va dire chimique, et voilà. Donc pour nous, les AMAP, ça vient un peu comme une rébellion vis-à-vis d'un système qui déplaît aux gens. Les AMAP, si tout allait bien, elles n'existeraient pas. Il n'y aurait pas besoin de ça. S'il y avait une démocratie alimentaire locale bien développée, il n'y aurait pas besoin de ça. Donc pour nous, en gros, l'idéal, ça serait que les AMAP, vraiment la forme dans laquelle actuelle, disparaissent à long terme. Ça serait vraiment un objectif. Mais ça voudrait dire que dans ce cas-là, il n'y aurait plus aucun problème dans l'agriculture, dans l'environnement et dans les choses comme ça. Et on est malheureusement loin du compte, quoi. D'ailleurs, les AMAP, ça a été créé au Japon, ça a été suivi aux États-Unis, ça a été suivi en Angleterre, dans des pays ultra-libéraux où justement l'agriculture était complètement délaissée. Donc on voit bien que c'est cette rébellion-là par rapport à un système qui permet un peu, en s'organisant, on se rend compte qu'il y a des choses. Moi aujourd'hui, je vis très bien de mon métier. Enfin, mon salaire c'est 2200 € net par mois. C'est pas moi qui le calcule avec mon revenu agricole ou quoi. C'est avec mes AMAPiens que c'est discuté. On a fixé ensemble qu'un paysan en Île-de-France pour vivre, il lui fallait ce montant-là. Moi, je nourris 150 familles à peu près. Eux, ils estiment qu'ils payent très peu cher leurs légumes, en tout cas eu égard à la qualité des légumes et puis à l'environnement que ça génère, aux liens que ça génère et tout ça. Donc c'est quand même un système performant dans un milieu actuel d'économie libérale et tout ce qu'on veut, c'est performant. Les gens ont l'impression de se nourrir pour moins cher et moi j'ai l'impression de bien vivre de mon métier. Donc c'est vraiment un levier qu'on a, et tous les autres leviers qui peuvent permettre d'atteindre ces objectifs-là, pour nous, ils sont à développer, à entretenir. Et nous, les AMAP aujourd'hui, telles qu'elles ont été créées, pour nous, c'est que le début de quelque chose. On parle d'école de la coopération un petit peu, on s'est mis ensemble, on a commencé à apprendre à coopérer, à se connaître. Moi, je nourris des citadins, à la base, ils se parlaient pas, ils se connaissaient pas, ils habitaient dans les immeubles les uns à côté des autres. Maintenant, ils se parlent, ils vont chercher les enfants à l'école, ils vont faire du covoiturage pour aller chercher le panier ou pour aller à la ferme. Pour nous, c'est ça le plus important, quoi. C'est qu'au lieu qu'on élise des politiques, par exemple, et qu'on passe notre temps à les critiquer, qu'on soit plutôt acteur de la démocratie citoyenne, de choses comme ça, qu'on prenne en main les choses et qu'on ne le délègue pas à d'autres. Et nous, qu'on ne nous délègue pas la production agricole et qu'on ne délègue pas aux politiques la gestion de l'agriculture en général, quoi. Je continue ou... Merci beaucoup, un témoignage très très concret, et puis que beaucoup de gens, j'imagine aussi dans la salle, peuvent vivre directement en tant que producteur ou de consommateur. Dernière intervention de Françoise Vernet, présidente de Terre Humanisme et directrice de la revue Kaizen. Alors je ne sais pas sous quel angle effectivement tu vas aborder les questions qui ont été posées aux intervenants. Moi non plus, ça tombe bien. Mais notamment à travers la revue qui valorise un certain nombre d'expériences, je pense que justement il y a peut-être aussi une photographie plus générale, ou enfin voilà, je te laisse décider de la façon dont tu réponds aux questions. En fait, il est déjà 17h28. Moi, j'aurais vachement aimé avoir les questions de la salle, et je dois partir un peu plus tôt parce que j'anime un débat sur les semences à 19h. Voilà, parce qu'il faut savoir être intervenant et modérateur. En 2 mots, je suis présidente d'une association qui s'appelle Terre Humanisme, qui est basée en Ardèche, dont vous avez probablement entendu parler, qui a été inspirée par Pierre Rabhi il y a 24 ans. L'idée de cette association, c'est de transmettre l'agroécologie partout où c'est possible. Donc, certes en France, auprès de gens comme vous et moi. C'est comme ça que j'ai
La première fois, je suis allée chez Terre Humanisme en avril 2009. C'était un cadeau de départ de l'entreprise que je quittais. Donc, je suis allée faire un petit stage de 5 jours pour découvrir ce qu'était l'agroécologie. Mais c'est également à travers un réseau d'animateurs en agroécologie, plus de 150 personnes aujourd'hui qui ont été formées en France et qui accompagnent. On a Pierre ici, je crois que Madeleine, je ne sais pas si elle est, enfin, il y a quelques personnes de ce réseau. Donc, c'est des personnes qui interviennent concrètement auprès de jardins partagés, de collectifs, mais également de lycées agricoles. Voilà, parce que depuis que Stéphane Le Foll parle d'agroécologie avec un trait d'union, qui n'est pas tout à fait la même écriture que la nôtre, les DRAF et les lycées agricoles nous ont sollicité en disant est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est l'agroécologie selon vos pratiques. Moi, j'aime beaucoup quand Marc raconte que l'agroécologie, elle est pratiquée par des millions de paysans partout dans le monde. Enfin, nous, on la découvre plus récemment. Voilà. Terre Humanisme, c'est également une association qui est en lien avec les élus locaux. Parce qu'on n'est ni syndicat, ni association de défense de l'environnement. Enfin, voilà, dans tous les... Je dirais les listes, la liste qui a été faite au début du débat, on a été, par exemple, on est en lien avec la communauté d'agglo de Montpellier, avec Isabelle Touzard, qui est une ancienne élève de Marc Dufumier, pour recréer localement, sur 14 hectares, un jardin démonstratif. Il y a également un jardin familial avec un éco-habitat, c'est au Masnouguier, en lien avec les Compagnons de Maguelone, qui sont une association exemplaire d'un point de vue réinsertion sociale. Voilà, donc on est aussi sur les territoires. Dans la Drôme, il y a une ferme également sur laquelle on est en lien avec les élus, également à Saint-Gildas-des-Bois à côté de Nantes. On est souvent en lien aussi, assez étonnamment, avec des communautés religieuses qui pensent que préserver la nature, ça fait partie probablement d'un des fondamentaux de ce qu'elles doivent faire, que ce soit les moniales de Solan dans le Gard, que ce soit à Saint-Gildas, donc cette communauté de sœurs instructrices qui instruisaient surtout en Afrique de l'Ouest. Voilà ce que je voulais dire sur Terre Humanisme. Et alors, plus récemment, donc, on a créé il y a 5 ans, puisqu'on fête mardi prochain nos 5 ans, une revue qui s'appelle Kaizen. Kaizen, c'est un bimestriel, ça sort tous les 2 mois. L'idée là, c'est ni contre, c'est vraiment être pour et être avec. C'est vraiment de rendre hommage à tout ce qui se passe dans la société civile, parce que finalement, des citoyens comme vous et moi, il y en a plein partout dans le monde qui mènent chaque jour des expériences extraordinaires. Alors, on en parle moins parfois. Et nous, on a envie de leur donner la parole et de montrer que c'est possible. Parce que sensibiliser, c'est bien, informer, c'est bien, et donner envie de passer à l'acte, c'est aussi très bien. Quand on voit que 1 500 000 personnes ont vu le film Demain, et que ces personnes-là, elles sortent du film, elles disent, mais moi, à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire pour m'alimenter autrement ? Qu'est-ce que je peux faire pour créer du lien ? Voilà, donc c'est ce qu'on essaye de faire. Et dans cet esprit-là, on sort une collection en lien avec Actes Sud pour justement accompagner les gens à passer à l'acte. Cette collection s'appelle « Je passe à l'acte ». Dans les titres, on en a un premier qui est « S'engager dans une AMAP » que j'ai coécrit. On a également débuté son potager en permaculture. Les autres sujets sont un peu moins en lien avec les tables rondes d'aujourd'hui. Voilà. En quelques mots, ce que je voulais partager avec vous, et c'est surtout les questions en fait que je trouverais intéressantes. Merci. Merci beaucoup Françoise. Donc, bon, on va commencer à distribuer les micros s'il y a des gens qui veulent poser des questions ou réagir ou témoigner. Ce que je voulais dire, c'est que ce qu'on constate quand même à travers vos interventions, c'est que donc il y a une volonté très forte des organisations que vous représentez, que ce soit au niveau local, national ou international, de coopérer avec d'autres familles d'acteurs. En même temps, il y a peu de moyens aussi à disposition, parce que c'est aussi des organisations qui sont faibles en moyens humains, moyens financiers. Alors c'est vrai que c'est aussi pour cette raison-là qu'il y a une recherche, Gérard le rappelait, de s'unir, hein, puisque l'union fait la force. Mais il faut aussi ne pas se voiler la face. On a eu des exemples positifs, notamment tu le disais sur l'hormone, etc. Il y a d'autres exemples sur les OGM aussi. C'est un bel exemple pour nous aussi en France. Mais bon, voilà, il y a eu lors des différentes réformes de la PAC, par exemple, puisque l'objectif c'est de peser sur l'agriculture, de changer, on l'a dit, c'est dans le programme. Comment est-ce qu'on peut agir ensemble pour promouvoir une autre agriculture paysanne, plus respectueuse des paysages. Malgré cette union qui a eu lieu un certain nombre de fois, notamment dans le cadre de la réforme de la PAC, ça n'a pas suffi. Parce que les adversaires qu'on a en face sont quand même très puissants. Et enfin moi, c'est mon expérience, puisque j'ai eu l'occasion de participer à ces campagnes à plusieurs reprises depuis 25 ans. Je pense que dans d'autres secteurs, si on avait été aussi unis
entre différentes familles d'acteurs, on aurait sans doute gagné. Mais on est face à des lobbies tellement puissants. Bon, la France, la FNSEA notamment, même si c'est sans doute pire ailleurs, est encore une organisation qui a beaucoup de relais politiques chez les élus et dans l'administration, et dans le milieu industriel évidemment. Et c'est vrai que voilà, c'est pas parce qu'on s'unit qu'on peut gagner, mais évidemment il faut continuer à s'unir, et il faut continuer à essayer de peser tous ensemble au niveau local, national et européen. Donc c'est ce que je peux en déduire moi pour l'instant des interventions, mais donc voilà, si je sais pas, voilà, il y a des prises de parole, on va essayer de prendre peut-être 3-4 questions, interventions, et puis on réagira par la suite. En fait, c'est pas, je voudrais apporter non pas une question, mais plutôt une contribution au débat. Quoi ? Oui, je voudrais apporter une contribution au débat. Je trouve que la journée était extrêmement riche et qu'il y a une très grande diversité d'arguments apportant des éléments de contribution dans des registres divers. Mais je pense qu'on n'a pas envisagé quelque chose qui va peut-être accélérer ce changement de système et ce changement de centre de gravité de la demande sociale. Si on en reste au débat agricolo-agricole, effectivement, on a l'impression qu'on n'en est pas forcément les plus forts. Mais donc j'appartiens à un collectif paysage de l'après-pétrole où on a essayé de réfléchir aux choses depuis le naturaliste en passant par un gros potentiel d'agronome. Après ça, évidemment, des aménageurs, des urbanistes et puis aussi des sociologues et des philosophes dont je suis. Et il nous a paru qu'en accrochant ce thème de la transition à l'urgence de la transition énergétique, on redonnait une chance d'aller mieux et plus vite, parce qu'effectivement, cette question de l'énergie, elle est saisie de partout, vu ses enjeux et ses périls. Et en fait, si cette transition énergétique a lieu, on verra d'emblée comment l'agriculture industrielle tenait au pétrole, en fait, aux énormes moyens qu'avaient les tracteurs pour niveler, anéantir les paysages, et comment, à l'inverse, une agriculture post-pétrole redonne ses chances aux potentiels locaux, c'est-à-dire aussi bien au potentiel géographique, au potentiel des sols, au potentiel agronomique, aussi au potentiel des cultures locales, des identités, pour faire projet dans une société qui donc repart sur une relation avec les dynamiques locales et en particulier le lien agriculture-société. Donc c'est un petit message pour finir. Cette bascule entre ce système industriel et le système que nous espérons, elle va sans doute être accélérée par le fait de la gravité de l'enjeu de cette transition qui dépasse largement le système agricole. J'avais une question par rapport à la FNAB. En agriculture biologique, on a le droit d'utiliser certains pesticides comme le BT et le pyrètre. Est-ce que c'est un point de désaccord qui est des fois abordé avec les associations pour environnement ? Puisque donc Françoise va bientôt partir dans 5-10 minutes. Donc s'il y a des gens qui ont des questions spécifiques Oui. Françoise. Lié à Françoise. Les personnes qui lèvent la main, là, c'est pour Françoise, c'est ça ? Oui. Oui. D'accord. Très bien. Non, mais parce que qu'on les prenne maintenant, parce qu'après elle sera partie, elle pourra plus répondre. Donc, Moi, justement, bonjour. Pardon. Bonjour. Mais justement, j'avais une question par rapport à Terre et Humanisme, et justement à ces questions que vous soulevez de lutte un petit peu de pouvoir, de lobbying sur ces questions politiques que pose l'agriculture. Je me rappelle, Terre et Humanisme, d'avoir lu un article qui avait été relayé par Mediapart, qui était à la base, à l'origine d'une visite menée par l'AFIS, donc ils sont une espèce d'organisation assez lobbyiste dans un sens plutôt pro-industriel, hein, je l'ai bien compris, qui vous attaquait en fait beaucoup sur le fait que sur vos cultures, sur votre manière de créer en fait des écolieux où vous promouvez l'agroécologie. En fait, vous apportiez pas forcément de données scientifiques ou de données agronomiques en réponse aux critiques qui vous formulaient. Alors de manière assez violente et sur un ton que je trouve assez mal poli, mais en fait, je me posais la question du coup de savoir en fait à travers vous, vos organisations, vos projets, etc. Quelles sont vos armes en fait en termes de données, de savoir agronomique et scientifique pour lutter en fait contre ceux qui vous diront que le modèle agricole industriel il a ses défauts certes, mais il sert à faire ceci, cela, à nourrir tant de monde, à avoir une telle ou telle production. En fait, j'ai l'impression que vous n'aviez pas eu trop de droit de réponse par rapport à cet article et que peut-être ce serait l'occasion d'y répondre. Oui, donc autant j'étais d'accord avec l'optimiste de Brigitte Alain tout à l'heure, je suis d'accord avec l'optimiste de Terre et Humanisme que j'ai visité aussi il y a 2 étés. Et donc je pose la question par rapport à comment je fais pour passer à l'acte. Alors on peut passer à l'acte chez soi dans son jardin, on peut passer à l'acte collectivement. On a parlé de la restauration collective. Comment on passe à l'acte quand il y a les appels à marché public qui gênent beaucoup les choses? Est-ce qu'on peut faire bouger ça?
on peut passer à l'acte en faisant des formations, des démonstrations. C'est ce que fait Terre et Humanis avec tous ses accompagnateurs. Dans les lycées, dans les collèges, dans les jardins familiaux, dans les jardins partagés. Donc merci à tous ceux qui le font. Et puis, on peut passer à l'acte aussi, vous tous, citoyens, agriculteurs, en allant signer le People for Soil pour qu'on mette le sol à l'honneur autant que l'eau dans une directive, puisqu'elle a été abandonnée pour l'instant, mais il y a une campagne de signature. Donc je vous invite tous ce soir, dès que vous êtes chez vous, vous signez People for Soil. Je crois qu'il y a encore, pour Françoise, je crois qu'il y avait une intervention, non, c'est ça? Ouais. Ah, mais si c'est général, on va laisser répondre d'abord comme ça. Alors, à la critique de, on va dire, comment arriver à justifier, à argumenter, etc. etc. Bon, d'abord, en effet, on n'avait pas répondu. Moi, je pense qu'à l'époque, j'étais pas présidente. C'était il y a peut-être 5 ans. Voilà, je devais être proche de Terre Humanisme, mais je m'occupais de la Fondation Pierre Rabhi à l'époque. En fait, il s'avère que de répondre, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, on se fait plaisir. Je ne parle pas d'un point de vue scientifique, je parle d'un point de vue... Pierre Rabhi est souvent critiqué, vous avez dû lire aussi, voilà. Donc, on a parfois fait des réponses, pas de réponses. Je pense que la meilleure réponse, quand on publie un livre qui accompagne, comme le livre qu'on a édité en 2012, justement sur le manuel des jardins et des potagers agroécologiques, qui a été écrit par les 2 jardiniers, Valo et Eric, un livre qui a été vendu aujourd'hui à plus de 30 000 exemplaires. Quand on travaille avec l'IRD ou on travaille avec des organismes extérieurs qui évaluent l'impact de l'agroécologie à Tacharan, au Nord Mali, depuis 12 ans qu'ils ont fait le choix de l'agroécologie. Je pense que ça, c'est intéressant. On est une association loi 1901. On n'a pas les moyens, je dirais. D'abord, on n'est pas des lobbyistes et on n'est pas non plus dans le plaidoyer. Notre meilleure arme, en fait, c'est la grelinette, c'est les vers de terre et c'est de localement faire des choses. Par exemple, depuis 1 an, on est très intéressé par un concept qui s'appelle les EM, qui sont des micro-organismes qui nous viennent de Cuba. Je pense que Marc doit pouvoir en parler beaucoup mieux que moi. Je n'ai absolument pas une formation d'agronome. Et on lance des chantiers paysans sur ce sujet-là pour vraiment expérimenter en Ardèche. Voilà. Donc, on n'a pas les mêmes armes. C'est comme Monsanto et Cocopelli. Voilà, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas répondre. Vous parliez de la tribune sur People for Soil. Avec Pierre Rabhi, on est tous les deux co-signataires. On a été sollicité par Terre de Liens et puis on est, je crois, des dizaines d'associations. Voilà, on fait notre part, hein, comme le colibri, là où on peut. Et puis voilà, mine de rien, depuis 24 ans, on est toujours là. On continue à former des gens, continue à accueillir ceux qui veulent évoluer dans cette direction. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, madame, sur comment je passe à l'acte, hier soir, j'animais un débat avec un film qui s'appelle Notre Révolution intérieure. Je pense que le passage à l'acte, en fait, c'est chacun individuellement là où on est. Une personne qui disait, mais comment on fait? Mais je dis, mais attendez, il y en a marre de dire comment on fait. C'est à vous de vous prendre par la main. Je pense qu'il y a suffisamment de films, suffisamment de livres, suffisamment de choses autour de nous, d'initiatives citoyennes pour, si j'ai envie demain, je peux changer. Et le premier passage à l'acte, il y a un truc qu'on sort tous les jours, c'est la carte bleue. On vote pas tous les jours, mais alors tous les jours on achète et tous les jours on cautionne un modèle économique. Donc voilà, donc déjà, chaque fois que vous sortez la carte bleue, se questionner, est-ce que c'est là que j'ai envie d'acheter, est-ce que j'en ai besoin, qu'est-ce que ça compense, enfin, moi, etc., etc. Je ne vais pas vous faire un petit cours sur le passage à l'acte. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Du coup, on rebascule sur les réunions les questions plus générales, donc avec Stéphanie qui va répondre sur... Du coup, moi, c'était une question... Enfin, on termine peut-être sur la dernière question et puis on rebascule sur une autre série de questions. Alors, on n'a pas de problème majeur avec les associations environnementales sur l'usage de produits. Le Pirette, je crois qu'il a été interdit, il me semble, en agriculture biologique, mais je ne suis pas une spécialiste ultra pointue de la réglementation bio. Mais en tout cas, il n'y a pas de problème avec les associations environnementales du tout. Je pense qu'elles ont pris conscience qu'une fois qu'on sera tous passés en bio, on réglera les soucis là. Juste merci à Françoise donc, qui nous quitte. On peut applaudir à nouveau avant qu'elle quitte la salle. Donc,
Voilà, on reprend une série de questions. Voilà, je ne sais pas qui a le micro pour l'instant. C'est déjà ici, voilà. Oui, c'est à droite d'abord. Du coup, ma question, en fait, c'était pendant toute cette journée. Donc, il y a quand même quelque chose qui est ressorti et qui ressort davantage, puisque vous posez la question, en fait, des différents acteurs. C'est le clivage vraiment entre ceux qui donc disent être donc pour une agriculture bio, agroécologique, permaculture, des circuits courts, de l'altermondialisme, voilà, l'ESS, tout ça, et les méchants, donc je reprends vos propres mots, le rouleau compresseur, les adversaires, voilà. Et pour moi, il y a quelque chose qui me gêne parce que quand même toute cette population donc rurale et quand même a juste été héritière de son temps, de son époque, et ils répondent quand même à une demande de production, et quand même il y a eu dans l'histoire donc des incitations économiques énormes pour aller vers ces modèles donc de capitalisation et d'augmentation de la productivité physique du travail. Donc moi je trouve ça un peu difficile de prendre cette position, du coup de dire voilà, on va faire différemment et on va faire mieux, et donc de féliciter un peu voilà tous ces néo-ruraux qui en fait finalement répondent à un vrai besoin, mais c'est quelque chose qu'il faut faire ensemble. Et même au sein donc du mouvement un peu altermondialiste, on retrouve ces chamailleries, comme par exemple Madame, vous parliez par exemple des critiques voilà qui sont un peu frustrantes sur le bio, mais finalement le biologique, l'agroécologie, la permaculture, tout ça, c'est un peu la même chose. Et je pense que c'est comme monsieur vous le disiez, le problème, c'est même il est en amont, c'est sur on peut toujours faire des petites choses, développer des plans voilà, de développement d'alimentation territoriale, mais finalement, si l'agriculture reste sujette aux règles économiques néolibérales, donc auxquelles on est assujetti par notre adhésion à l'Europe, par notre adhésion voilà, d'autres traités, je veux dire, comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut se rallier et aussi se réconcilier avec notre propre agriculture pour pouvoir avancer tous ensemble, quoi. J'ai deux petits points assez différents. Là, j'ai un ami qui fait du miel bio en Corse, à côté de chez moi, et il me dit je vais plus être bio parce que ça me coûte trop cher de payer le label bio. Donc ça m'a toujours étonné. Donc question à Madame pour ça. Et l'autre cas, c'est on a beaucoup parlé de l'agriculture dans tous ces domaines, l'agriculture bio, etc., mais toujours avec une connotation commerciale, financière, rentabilité. S'il y a vraiment un domaine où il y a une grande liberté, une grande gratuité, on en a un peu parlé pour celui qui cultive dans son jardin, et les associations, c'est la notion de partage de moments, de partage de jardin, de partage familiaux, de partage d'un verger dans une vallée, et de partage des fruits. Voilà. Et là, on est dans un autre concept qui n'a plus besoin ni même de loi, ni de rien du tout, et qui est une grande liberté. Il n'a pas tellement été évoqué aujourd'hui. 5 secondes. 60% des ménages français, paraît-il, possèdent un jardin. Vous êtes d'accord ou non avec cette assertion? Plus ou moins près de chez eux. Donc une dernière intervention avant que les intervenants... Oui, bonsoir. J'avais une réflexion à l'adresse de Madame la Présidente de la FNAB aussi. Je ne sais pas si le micro marche. Oui. Oui, il me semble qu'il y a une grande partie, une partie de plus en plus grande, en tout cas, de l'agriculture biologique qui tend vers un modèle productiviste. Et vous parlez de, enfin, je suis désolé, hein, je retombe un peu sur ce que d'autres personnes ont dit, mais voilà, vous parliez d'adhésion et de certains adversaires du bio, etc. Et je pense que en vous éloignant de ce modèle productiviste industriel qui au final n'est pas vraiment différent du modèle conventionnel de labour, de mécanisation, de dépendance aux intrants extérieurs, notamment le pétrole pour la mécanisation, etc. L'agriculture biologique n'en serait que plus forte et pourrait avoir un bien meilleur soutien populaire. Voilà, je pense que ça dépend principalement de la direction que la FNAB donnera à l'agriculture biologique. Elle peut rester soit de plus en plus dépendante, soit aller vers des démarches d'autonomie. Et voilà, ça dépend de vous, mais c'est deux démarches totalement opposées et elles risquent de retomber dans les mêmes écueils
du capitalisme que l'agriculture conventionnelle. Alors, oui, très, très rapide, parce qu'il faut laisser quand même le temps aussi de réagir. Oui, bonsoir, je vais me dépêcher. Moi, ça se voit pas, mais je le dis, je fais partie de cette espèce en voie de disparition dont on parle depuis ce matin, que sont les paysans. Plus près. Donc, je fais partie de cette espèce en voie de disparition dont on parle depuis ce matin, que sont les paysans. J'ai passé quelques temps dans cette école, j'ai fait des métiers très citadins, mais ensuite j'ai pris la décision d'aller reprendre la ferme de ma famille, dont je n'ai pas hérité, je tiens à le préciser. Ce que je voulais vous dire, et je vous remercie mademoiselle de l'avoir dit, c'est que effectivement depuis ce matin je suis pas très à l'aise. Je suis ici, je suis en conversion agroécologique, biologique, agroforesterie. Vraiment j'ai l'impression d'avancer beaucoup, mais on sent effectivement dans les discours, et je sens bien que c'est que les discours, qu'il y a une espèce de dichotomie entre nous, on est là, oui, on a des hectares, c'est pas une honte, je suis prête à en partager. Et puis, effectivement, plein de nouveaux ruraux, et je trouve ça génial quand je vois tous ces jeunes qui cherchent 5000 mètres carrés, 1 hectare, etc. Mais bravo, allez-y, revenez, ce plaisir de la terre, je le connais. Mais souvent, dans les discours, c'est très déstabilisant. Et je pense qu'on aura un effet vraiment marquant et une réelle évolution de l'agriculture française et européenne si on embarque avec nous des gens qui ont de la surface. C'est un moyen, c'est un levier énorme. Je sais que c'est compliqué, je sais qu'il y a plein de verrous, de structures qui nous entourent, nous conseillent, qui sont dépassés. Et donc je veux témoigner de ça, je veux dire qu'à la fois les discours, il faut y faire attention, parce qu'on a tendance à crisper. Moi, j'ai plein de collègues, je suis dans une région qui n'est pas très facile, pour le bio, pour tous ces... Donc là-bas, je passe pour une Parisienne. Quand je suis ici, j'ai l'impression d'être la méchante. C'est un mot qu'on a entendu ce matin. Ça fait peur. Quand j'entends quelqu'un qui souhaite la faillite, j'ai loin d'avoir 300 hectares, hein, mais quand j'entends quelqu'un qui souhaite la faillite d'une entreprise agricole, ça fait mal. Voilà, donc je veux dire, faites attention. Mes petits camarades, c'est beaucoup des hommes, ils ont de l'orgueil, ils se sentent remis en question, ils se sentent critiqués. C'est très tendu économiquement en ce moment. Mais voilà, moi j'ai un salarié, je pense qu'il est très heureux de travailler chez moi, il gagne mieux sa vie que moi aujourd'hui. Voilà, aidez-nous, accompagnez-nous et arrêtez toujours de stigmatiser les méchants céréaliers. Il y a un peu quelque chose comme ça. Donc voilà, je vous remercie. J'ai perdu la deuxième idée que je voulais dire. Merci. Merci en tout cas pour ces débats passionnants. Je crois que c'est les deux dernières alors. Oui, alors je sais pas, on alterne là, mais Oui. très court s'il vous plaît. Parce que... Sinon, Une les question... portes vont se refermer avant le cocktail. Donc, voilà. Bon, une question à propos des AMAP. Comme vous le savez certainement, les 4 grandes plateformes de distribution de l'alimentation en France connaissent une décroissance de leur chiffre d'affaires, de leur vente, plus ou moins marquée. Elles ont en projet d'imiter le système des AMAP pour récupérer la clientèle des gens qui veulent des légumes. C'est facile à mettre sur pied, ça. Comment ferez-vous pour contrer ce genre d'entreprise? Car leur objectif n'est pas d'augmenter considérablement leur chiffre d'affaires. Les fruits et les légumes, surtout les légumes de proximité, ça représente pas grand-chose dans leur chiffre d'affaires. Mais ça représente un moyen de réattirer des gens qui se barrent parce qu'ils trouvent que les tomates qu'ils achètent chez eux sont dégueulasses. Donc comment vous allez faire quand ce procédé va se mettre en route? Ils vont créer des AMAP, ils les appelleront comme ils voudront, mais ça sera exactement le même système pour réattirer de la clientèle. Une dernière intervention. Oui. Voilà. Je voudrais inviter le public à se pencher sur l'histoire pardon, l'histoire récente de l'agriculture à Cuba. Cuba était une île dédiée à la monoculture pendant le temps du régime socialiste, à la monoculture quasiment exclusive de la canne à sucre, avec tous les excès de l'agriculture productiviste. Et puis, boum, le mur de Berlin se casse la figure, les soviétiques partent quasiment du jour au lendemain, et Cuba se retrouve à être en dépendance de 80% de son alimentation vers l'extérieur. Il se retrouve donc en danger quasiment très rapide de famine. Donc eux, ils se sont mis à l'agroécologie parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Et leur modèle agronomique agricole répond à beaucoup de questions. Ils ont développé énormément l'agriculture urbaine. On dit que 50% des aliments végétaux consommés à la Havane sont produits à la Havane.
ils n'ont pas le poids des lobbies pour l'instant, des lobbies industriels, et ils ont, à leur façon, quasiment avec très peu de moyens, ils ont aux questions de souveraineté alimentaire, d'agriculture durable, d'alimentation saine, et avec des réussites et avec des échecs aussi. Mais j'invite tout le monde à étudier de près cet exemple sans aucune connotation politique, puisque ce développement s'est fait pratiquement sans l'aide du gouvernement cubain qui a accompagné, qui a laissé faire. Il y a des jardins urbains à La Havane qui font 10 hectares, qui sont montés avec en scope, c'est-à-dire qui distribuent des actions aux gens qui travaillent depuis un certain nombre d'années dans leur structure. C'est un exemple qui est remarquable et qui est basé sur $100 ou $300, ça ne va pas modifier leur production. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Je ne sais pas si c'est reproductible en Europe par rapport à la question qui est la nôtre aujourd'hui entre consommateurs, syndicats et élus, mais en tout cas c'est un exemple agronomique et de circuit, de filière qui nous intéresse. Alors, donc on a 5 minutes 30 avant la fin du débat. On a évidemment, on doit donner la parole aux différents intervenants pour pouvoir répondre à vos questions, quand c'était le cas de questions directes. Donc je passe la parole déjà à Stéphanie pour la FNAB. Ah ben c'est éteint. En fait, ah oui, parce qu'en fait, j'avais prévu de montrer la charte de la FNAB qui est sur ces 3 axes. Hein, c'est la structuration des filières, le développement de l'agriculture biologique territoriale. Et en fait, aujourd'hui, on est aujourd'hui à un moment historique de l'agriculture biologique. C'est comment on change d'échelle sans perdre nos valeurs. Donc effectivement, c'est un enjeu fort pour nous, c'est-à-dire que demain, il faut qu'on reste sur les fondamentaux de l'agriculture biologique, et en même temps, il faut passer de 6 à 10, 20%, 30%, avec des nouveaux acteurs qui vont arriver sur le marché. Les grandes distributions déclarent toutes qu'elles veulent devenir les premiers distributeurs de produits bio de France, toutes. Leclerc, Carrefour, Auchan, elles veulent toutes, voilà. J'ai vu dernièrement un article, Fleury Michon, qui veut aussi avoir que des porcs bio quasiment dans son alimentation. Donc comment on fait avec ces nouveaux acteurs économiques issus du monde conventionnel et qui, dans leur réflexion économique, sont basés sur le modèle conventionnel, comment on fait pour travailler avec eux ? Est-ce qu'on leur dit non, mais vous êtes des pro-pariens, historiquement, vous avez rien fait de bon pour l'agriculture, on ne veut pas travailler avec vous? Ou est-ce qu'on travaille avec eux, concrètement, pour essayer de leur dire, si vous voulez travailler sur l'agriculture biologique, demain, il va falloir écouter c'est quoi les préoccupations des paysans et des paysannes et comment on construit ensemble. Et ça, on a commencé à le faire avec Picard. Picard, la marque Picard, surgelée, modèle assez capitalistique, et ils sont intéressés par leur démarche RSE d'introduire l'agriculture biologique. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand ils ont fait leur bilan énergétique sur l'entreprise pour valoriser, c'est pas la surgélation qui pose le plus, qui leur coûte plus cher en énergie, c'est le mode de production. C'est-à-dire que c'est la façon de produire au démarrage qui leur plombe leur bilan énergétique. Et donc, ils se disent, demain, il faut qu'on passe en agriculture biologique. Mais là, ils savent pas faire. Ils savent pas faire parce qu'ils connaissent pas l'agriculture biologique. Et donc, on travaille avec eux sur des sites pilotes, localement. On va lancer 2 sites pilotes, un en Bretagne et un en PACA, où on leur dit, concrètement, voilà, on va vous mettre en relation avec des paysannes et des paysans bio en fruits et légumes. Et on va voir comment, avec un outil de surgélation, on va pouvoir adapter l'outil à la production et non pas l'inverse. Et comment vous devez vous engager sur de la contractualisation sur le long terme, sur une rotation des cultures, c'est-à-dire demander aux paysannes et paysans bio, s'engager sur plusieurs années avec différentes cultures pour inciter à la rotation des cultures, etc., pour garder les fondamentaux agronomiques. Donc tout ça, c'est un boulot de dingue.
C'est un boulot de dingue qui est devant nous. Et ça, évidemment, tous les jeunes élèves agronomes, c'est ça le défi de demain. C'est dans les grandes entreprises, comment faire changer leur modèle, leur façon de raisonner, comment on évite de sectoriser le secteur qualité avec le secteur RSE, etc. Comment ils font de la transversalité en interne pour se reparler et pour reparler aux paysans, recréer du dialogue, parce qu'on parle du dialogue entre les citoyens et les paysans, mais il faut aussi recréer du dialogue avec les entreprises agroalimentaires. On ne le fera pas sans eux. Il y a un minimum qui devra être transformé. Donc c'est un défi colossal sur lequel je pense qu'on a beaucoup travaillé. Et donc juste pour présenter rapidement la charte, donc c'est la transition écologique de notre société, promouvoir une approche systémique des fermes, etc. Éviter la spécialisation des territoires et des fermes, développer une économie équitable dans les territoires, des filières innovantes, territorialisées, durables et équitables. C'est un boulot de dingue d'animation sur tous les territoires. Bâtir des outils adaptés, évidemment. Enfin, vous pourrez rentrer sur le site de la FNAP, vous le verrez. Et donc après, on travaille pour une société plus humaine et plus juste, parce qu'on veut être évidemment rémunéré de notre métier, mais on veut aussi que notre alimentation, l'alimentation qu'on produit, elle soit accessible à tout le monde. Et ça, honnêtement, c'est un boulot de dingue, et unissons-nous pour y arriver. Merci. Alors Laurent va répondre sur les questions sur les AMAP, notamment les dernières questions, et puis peut-être conclure aussi en même temps, parce que ça sera la fin de... Pourquoi pas. Donc sur les AMAP et la grande distribution, moi demain, c'est ce que vous appelez copier les AMAP, c'est rémunérer correctement les paysans, faire de l'agriculture écologique, environnementalement correcte et tout ça, ben, on aura quelque part gagné un combat. Honnêtement, j'y crois pas. Parce que d'un point de vue agronomique, d'un point de vue, si les tomates n'ont pas de goût au supermarché, c'est parce qu'il faut qu'elles soient transportées, qu'elles soient en chambre froide et tout ça, donc ça, ils auront du mal à changer le système. Rémunérer correctement les paysans, j'ai des doutes. Voilà. Après, donc, en tout cas, nous, comme je vous disais tout à l'heure, on ne défend pas une filière, on ne défend pas un commerce. Si demain, il y a une autre organisation qui fait mieux que nous, les AMAP, qui organise différemment le marché, qui fait que les paysans sont heureux et que les citoyens sont heureux, très bien pour eux, quoi. Voilà. Et je voulais rebondir aussi sur votre témoignage pour vous dire, enfin moi je suis né au rural, je me suis installé grâce à un fils de paysan qui était céréalier sur 145 hectares près de la Beauce. Donc je le remercie encore de m'avoir permis de m'installer. Il était tout seul, le père de la famille était tout seul sur 145 hectares, avait du mal à en vivre, il gagnait un SMIC en gros. Aujourd'hui on est 5 à vivre de 9 hectares sur les 145, le reste est malheureusement toujours en agriculture conventionnelle. Je dis malheureusement parce que ça fait pas de revenus, parce que ça pollue quand même, parce que ça le rend pas heureux quand il va passer le pulvérisateur. Mais en tout cas, voilà, enfin pour nous dans les AMAP, en tout cas, on est vraiment, on n'impose pas un label d'agriculture biologique, on pousse vraiment un label d'agriculture biologique parce que justement on veut pas être fermé, on veut permettre à tous les gens de rentrer et de se sentir en confiance avec des citoyens qui leur permettent de prendre confiance dans des nouvelles techniques, de se passer des pesticides, parce qu'on considère en fait qu'on remplace l'assurance pesticide par l'assurance citoyen qui est prêt à partager une récolte et à dire bah s'il y a une cataclysme, c'est ce qui nous est arrivé l'année dernière, on a perdu beaucoup de récoltes, et ben on a été suivi par nos AMAPiens, moi mon salaire est resté le même, j'ai pu payer mes charges, mes cotisations sociales, mes choses comme ça. Donc voilà, pour moi les AMAP ça amène aussi une réponse à ça en donnant un espoir à des paysans de dire bah le marché m'oblige à avoir ces pratiques-là, demain les citoyens peuvent m'encourager et m'accompagner et me sécuriser dans des nouvelles pratiques, quoi. Voilà. Merci beaucoup Laurent. Je vais passer la parole à Gérard qui rebondira aussi sur ces questions-là de ceux qui sont en conventionnel aujourd'hui et comment est-ce qu'ils sont dénigrés, est-ce qu'ils se sentent dénigrés, est-ce qu'il y a trop de clivage comme ça entre les méchants et les gentils. Donc bon, Gérard a eu l'occasion de côtoyer au niveau du syndicat agricole, au niveau européen aussi, de travailler avec ses collègues de d'autres syndicats. Enfin, je pense qu'il a des choses à dire là-dessus. Mais je voudrais peut-être juste moi rappeler que on a souvent dans la journée peut-être attaquer des organisations ou des industries, un syndicat agricole en particulier, mais je ne crois pas avoir entendu aujourd'hui vraiment des attaques virulentes contre des agriculteurs, des paysans qui ont des pratiques différentes. C'est-à-dire que il y a même eu plusieurs fois la question du fait qu'ils étaient enfermés dans des filières, qu'ils étaient emmenés dans des impasses économiques et qu'il fallait les accompagner. On a discuté au fur et à mesure de la journée de moyens économiques, de filières courtes, etc. Donc d'outils pour les accompagner pour évoluer.
Et donc c'est vrai que bon, en France, il y a un affrontement, on va dire, presque idéologique sur la question agricole. Mais voilà, je ne crois pas aujourd'hui qu'on ait dénigré les agriculteurs en tant que tels qui étaient dans ces impasses, mais plutôt ceux qui continuent à les enfermer dans ces impasses. Donc je ne sais pas à la réaction peut-être de Gérard par rapport à ça. Mais... Oui, j'étais assez sensible aux deux interventions là, parce qu'effectivement, moi je comprends et tout à fait qu'il y a des agriculteurs, qu'ils soient engagés dans des pratiques alternatives ou pas d'ailleurs, qui se sentent pointés du doigt par tout ce qu'on entend et les différents discours. Et je pense qu'il ne s'agit pas de cliver la société. Et la plupart des agriculteurs, pour reprendre le mot de conventionnel, ils ont été embarqués malgré eux, dans le système que j'ai qualifié de productiviste. Et ce qu'il faut reconnaître, à quelque niveau qu'ils soient de leur développement, c'est le chemin qu'ils font. Et c'est toujours ce chemin qui est le plus important que le reste. Et c'est pour ça, il y a eu de gros débats à l'intérieur de la Confédération paysanne. Et moi, je faisais partie de ceux qui ne voulaient pas qu'il y ait un logiciel d'agriculture paysanne. Pour dire... L'agriculture paysanne, ça commence là. Ah zut, t'as un mouton de trop, t'es pas dans l'agriculture paysanne. Parce que ça, c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Par contre, on est en chemin vers, quoi. Et ça dépend d'où on part. On peut très bien partir d'un élevage intensif de porc parce que l'histoire de l'exploitation, elle était comme ça, et qu'il faut rembourser, et qu'on peut pas sortir comme ça, parce qu'il y a le crédit agricole qui est là. Et pareil pour les structures. C'est pour ça, moi, je ne parle jamais, j'essaye en tout cas, de ne pas parler de ferme ou d'exploitation industrielle, mais toujours, je parle du processus. Donc, c'est une exploitation industrialisation. Je parle d'industrialisation. Et pareil, j'essaie de ne pas parler de petites fermes, malgré, je ne suis pas toujours en accord avec justement la terminologie de la Confédération paysanne, parce que petite ferme, si vous êtes en Grèce ou si vous êtes au Royaume-Uni, c'est pas du tout la même chose. Et donc, je préfère parler de... Par contre, partout, il y a le phénomène de concentration de la terre. Alors, je préfère parler du phénomène de concentration de la terre et de dire que on a des fermes de plus en plus grandes, quoi. Et pour ne pas aussi être obligé de définir qu'est-ce que c'est qu'une petite ferme, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que c'est qu'une petite ferme? Qu'est-ce que c'est qu'une grande ferme? Parce que nos opposants, ils nous mettent toujours ça sous le nez, ils ont raison. Et par contre, moi, je veux bien discuter de la concentration de la terre. Aujourd'hui, il y a 2,7%, c'était 2010, hein, c'est pire maintenant, 2,7% des exploitations en Europe qui ont 50% de la surface. Comme les aides PAC, elles sont proportionnelles à la surface sans plafond, 2,7% des agriculteurs récupèrent 50% de toutes les aides PAC. Et ça pousse, ça contribue beaucoup aux problèmes qu'on a cités. Donc, je pense que c'est très important de sortir du productivisme et sortir de l'agriculture accro au pétrole, ça a été cité tout à l'heure, mais malheureusement on peut pas attendre la fin du pétrole pour ça, parce que ça risque de durer quand même un moment, hein. Surtout avec Trump qui va sortir le pétrole et le gaz de schiste. On a beau avoir passé le pic du pétrole, il y en a encore beaucoup, hein. Et donc on ne peut pas attendre simplement les droits croisés en se disant l'agriculture productiviste elle va mourir d'elle-même parce qu'il n'y aura plus d'énergie. Mais c'est vrai que je pense que les citadins et les citoyens en général ne se rendent pas compte du tout de la dépendance complète au pétrole, parce que le pétrole c'est quand même une énergie magnifique entre guillemets, hyper concentrée. Et ne se rendent pas compte qu'on est tellement dépendant, hein. Et là, je pense qu'il y a du travail de vulgarisation à faire. Et pour finir, parce qu'on a plus de temps, mais je suis pas d'accord quand on dit on fait partie de l'Europe, donc c'est l'Europe néolibérale. J'ai mis dans mon livre que l'Europe néolibérale n'est pas un pléonasme. Depuis 30 ans, on a effectivement une politique néolibérale, hein. Mais on peut très bien faire une Europe et avoir une politique agricole commune qui n'est pas dans le cadre du néolibéralisme. Et c'est pour ça que c'est dangereux, par rapport notamment au contexte politique, pas seulement français, mais international, c'est très dangereux d'associer systématiquement Europe et néolibéralisme. Parce qu'à ce moment-là, on tue l'Union européenne qui est déjà extrêmement fragile actuellement. Et je voulais insister là-dessus parce que je pense qu'on a besoin d'une politique agricole européenne, mais on a besoin de la réformer fondamentalement. Merci beaucoup Gérard.
Moi, je voulais juste conclure notre petite table ronde avant de laisser parole à Marc pour les conclusions de la journée, sur le fait que, bon, il a été aussi cité, j'ai entendu des chamailleries entre, effectivement, la bio, l'agroécologie, la permaculture, etc. C'est vrai que il y a parfois l'impression que on cherche la perfection, un modèle parfait qui serait la solution universelle à la fois pour toutes les agricultures en France et à travers le monde. Et évidemment, ça n'est pas possible. C'est une multitude de solutions adaptées à chaque environnement social, naturel, à chaque écosystème, à chaque contexte politique, qui effectivement pourront apporter des solutions. Donc, l'impression que ça donne, notamment en France, parce que c'est vrai que c'est pas forcément le cas dans d'autres pays européens où notamment les écologistes. Moi, j'ai côtoyé des éminataires en Europe. Où il y avait un vrai clivage entre le nord de l'Europe et le sud de l'Europe. Nous, écologistes, dans le sud de l'Europe, on était beaucoup plus proches des paysans. On cherchait à trouver des solutions pour sauver les emplois aussi agricoles et les paysans. Dans le nord de l'Europe, certains écologistes se félicitent quand il y a des fermes qui disparaissent parce que ça veut dire que c'est de la friche qui va recommencer, de la forêt, et c'est bon pour les oiseaux et la biodiversité. Donc vous voyez qu'il certains pays d'Europe ont perdu leur paysannerie il y a très longtemps et n'ont plus cette relation aux paysans et la volonté de défendre des paysans nombreux sur le territoire. Donc du coup, tout ça crée de la complexité, mais en même temps, voilà, quand on regarde, et c'est clair en France, il y a beaucoup plus de points de convergence entre tous ces mouvements vers une agriculture, alors qui sera multiple sur le terrain par ses formes, par sa diversité, mais qui globalement sert l'intérêt général. On voit bien qu'il y a beaucoup plus de convergence que de divergence, et donc du coup, c'est vrai que ça nous amène à devoir nous concentrer sur ce qui nous unit plutôt que ce qui nous sépare. Et même si je vais encore utiliser le terme d'adversaire. On sait qu'on a des adversaires, ne serait-ce que l'industrie, enfin des gens qui ont intérêt à préserver ce système qu'on a aussi décrié toute la journée. Ce sont des vrais adversaires. C'est pas forcément les agriculteurs qui le pratiquent, mais bien ceux qui continuent à les mener à cette impasse au niveau de l'industrie, au niveau financier, etc. Et ceux-là sont quand même encore toujours très forts aujourd'hui. Ils ont encore sans doute beaucoup de bons relais politiques demain après les élections. Et donc, on a besoin effectivement de soutenir, de dépasser un peu nos divergences sur des détails. Je terminerai juste avec, du coup, aussi un agenda, peut-être, qui peut nous unir. Il y a la réforme de la PAC, on l'a cité, mais il va y avoir une nouvelle réforme de la PAC pour 2020. Alors, peut-être qu'elle sera repoussée avec le Brexit 2021, etc. Mais les discussions vont démarrer dans les prochains mois ou l'année prochaine. Et donc là-dessus, on aura besoin effectivement de soutenir pour essayer une nouvelle fois de changer la PAC, consommateurs, producteurs, écologistes, etc. Il faudra sans doute trouver des nouvelles formes d'action par rapport à ça, mais on a aussi plein de choses qui se présentent. On a besoin aussi de nouvelles études par rapport à ça pour crédibiliser nos discours. Alors c'est vrai qu'il y a le scénario AFTER dont on a parlé dans la journée, qui permet effectivement d'avoir une vision sur 2050, sur ce qu'on pourrait faire comme agriculture en France et ailleurs. Mais il faut poursuivre ces études, notamment économiques. Et puis plus proche de nous, avec ces échéances électorales, moi je fais partie avec d'autres d'une dynamique en ce moment pour interpeller les candidats au présidentiel sur l'agriculture et l'alimentation. Et dans les prochaines semaines, notamment sous le chapeau d'Agir pour l'environnement, donc il y aura donc une campagne d'interpellation de tous les candidats, avec une dizaine de mesures sur lesquelles on va leur demander de s'engager. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à surveiller un petit peu le site internet d'Agir pour l'environnement, qui sera fait en partenariat avec différentes organisations, la FNAB et d'autres, les Miramap et tout ça. Donc ça fait partie des points de convergence. Et puis évidemment, on a des Brigitte Alain tout à l'heure. La loi sur les restaurations collectives n'a pas été adoptée, mais à nous de l'appliquer aussi sur le terrain en allant voir nos élus locaux, ensemble, effectivement, producteurs, consommateurs, associations, pour que, même si la loi ne les oblige pas, les élus mettent en place ces filières locales, ces systèmes alimentaires territoriaux, et puis évidemment cette restauration collective bio et locale. Voilà, merci encore à tous les intervenants, et puis je m'arrête là pour passer la parole à Marc. Oui, si vous m'autorisez, donc peut-être 10 minutes, alors non pas vraiment pour conclure, mais pour vous faire part un peu de mes impressions. Il y a ma subjectivité qui va rentrer en ligne de compte à coup sûr. Je prétends pas avoir les conclusions. Peut-être justement, je vais évoquer plutôt les questions qui restent en suspens. On n'a jamais pu mener les débats jusqu'au bout à chacune de nos tables rondes, mais ça veut dire qu'il y a encore des questions à approfondir. Le thème, c'était pays, paysans, paysage.
Et déjà, ça a bien commencé la journée. J'ai appris que ça n'avait rien à voir, que du point de vue d'étymologie, il ne fallait pas les mettre ensemble. Heureusement, Thierry nous a raconté ce qu'était le pays et on ne lui a pas donné le temps d'expliquer paysan et paysage. Donc déjà, la journée a drôlement commencé. Sur les paysages, j'ai compris qu'il y avait des connotations, des interprétations différentes. J'ai appris que ça pouvait se peindre, ça c'est très clair, ça pouvait se voir, ça pouvait s'observer, ça pouvait se lire, j'ai entendu. Et il y a évidemment des façons de percevoir ces paysages dans lesquels il peut y avoir beaucoup de subjectivité. Et c'est vrai que quand, du coup, on va raisonner au nom de l'intérêt général, est-ce qu'on pourrait rémunérer les gens pour la fabrication d'un beau paysage, si déjà on n'a pas le même avis les uns les autres sur un beau paysage, ça va être peut-être un peu difficile. Je ne crois pas que ce soit impossible, mais ça peut nous poser quand même effectivement un certain nombre de questions. J'ai entendu le mot de fertilité, au moins ce matin, et c'est vrai qu'Alain Canet a beaucoup insisté sur l'humus des sols, la matière organique, du coup il faut de la biomasse, du coup c'est l'agroforesterie, on va remettre des pommiers dans la prairie, autant de choses d'ailleurs, je vous dis tout de suite que je partage complètement, donc j'ai pas de désaccord fondamental avec ça, mais je m'interroge s'il ne faut pas, quand on a vu dans le débat, élargir le concept de fertilité, pas seulement au sol. Je comprends son insistance pour dire le sol, et évidemment il a commencé à dire du fumier l'a fait exprès, il n'a pas parlé de sol, alors oui je vous confirme, oui c'est exprès, rassurez-vous c'est pas exprès du tout, mais je pense qu'il faut élargir le concept de fertilité à, alors ce qu'on ne va pas appeler l'environnement, je rejoins un peu ce qui a été dit ce matin, plutôt le milieu ambiant, l'agroécosystème dans lequel nous sommes tous dans le milieu, mais effectivement l'une des menaces aujourd'hui c'est quand même la surmortalité des abeilles, des insectes pollinisateurs, ça c'est pas le sol. Et néanmoins, la fertilité, elle est réellement menacée. La fécondité, la fertilité de nos agroécosystèmes, c'est comme ça que je vais parler de ce milieu ambiant aménagé par les agriculteurs, elle est singulièrement menacée par la disparition des pollinisateurs, des insectes auxiliaires, les abeilles, les carabes et autres. Et ça, je pense, on en a peut-être peu parlé, mais c'était comme en filigrane. Et voilà, c'est juste pour vous dire, il y a sûrement des questions à approfondir. Alors après, j'ai entendu, il faut casser les filières. Et il faut avoir une approche territoriale. Et je partage un peu ce point de vue, mais là, ça nous ramène à beaucoup de débats qui ont été menés ce matin et cet après-midi. En fait, quand on dit casser les filières, j'entendais, c'est l'expression de Gilles Luneau, mais elle était partagée par plusieurs, me semble-t-il, des intervenants. C'est l'idée qu'il faut jouer la compétitivité pour une filière, pour un produit, au prix du marché, le prix le plus bas sur un rayon de marché et de supermarché, et que cette compétitivité par filière sur un produit, etc., c'est celle-là qui nous amène toutes les externalités négatives, tous les dégâts environnementaux, tous les problèmes de qualité sanitaire des aliments, les perturbateurs endocriniens dans l'alimentation de nos gamins dans les écoles, les antibiorésistances, les antibiotiques dans la viande et ce genre de choses. C'est cette vision parcellisée par produit dans un monde de compétitivité où effectivement les gens sont victimes, un grand nombre d'agriculteurs sont victimes d'un système dans lequel la survie, et la survie c'était souvent l'agrandissement, la survie c'était souvent amortir le matériel, et y compris moi aujourd'hui je me sens en énorme difficulté quand un éleveur breton me demande conseil. Je vais acheter un robot de traite, je vais m'endetter pour 15 ans. Est-ce que j'ai raison? Vous sauriez répondre. Ben moi je peux lui dire, écoute, si tu n'investis pas dans le robot de traite, tu peux partir tout de suite. Et si tu investis dans un robot de traite, tu es endetté pour 15 ans, et il est peu probable que tu sois compétitif avec des fermes de 1000 vaches qui existent déjà dans notre Europe, malheureusement. C'est-à-dire que notre Europe, effectivement, j'en conviens, l'Europe pourrait ne pas être libérale, mais on a raté une chose. Les réformes agraires dans les pays d'Europe centrale, il est clair. On a aujourd'hui l'équivalent d'une agriculture brésilienne gigantesque en concurrence avec notre agriculture familiale et paysanne. Ce qui me fait d'ailleurs dire, je vous le dis tout de suite, que pour la production à grande échelle en France, il n'y a aucun avenir. C'est-à-dire des céréales à peine panifiables, celles qu'on exporte vers l'Algérie et l'Égypte en concurrence avec des blés ukrainiens, aucun avenir. La poudre de lait en concurrence avec la Nouvelle-Zélande plus proche de la Chine, sur des fermes des 1000 vaches où il n'y a ni hiver ni rien, aucun avenir. La poudre de lait, les Bretons, oubliez. Ce n'est pas votre avenir. J'ai envie de demander, est-ce que vous auriez une appellation d'origine protégée? Et on m'annonce, c'était hier, Brigitte Alain intervenait dans une conférence en disant, mais il n'y a même plus le beurre pour faire les galettes Saint-Michel, quoi. C'est-à-dire que la spécialisation poudre de lait fait que désormais, pour les galettes Saint-Michel bretonnes, on est obligé d'importer du beurre d'autres régions. On est dans une désorganisation complète de notre agriculture. Et honnêtement, le sucre, pour faire de l'éthanol,
Notre betterave plante en C3 sous les nuages, en concurrence avec la canne à sucre, plante en C4 sous le soleil. Mais enfin, oubliez quoi. Et des poulets brésiliens, enfin non, des poulets brésiliens avec du maïs et du soja brésilien pour être exportés vers l'Arabie Saoudite, en concurrence avec des poulets brésiliens. Enfin, je veux dire, mais on a trompé les gens. Enfin, je veux dire, il y a une méchanceté dans ce qui est arrivé. Alors, c'est la méchanceté d'un système, hein, j'en conviens. On n'avait pas très envie de stigmatiser certaines, je suis désolé, ils l'ont peut-être perçu comme ça, mais c'est clair que c'est un système. Et du coup, ça va rendre dans le passage à l'acte la réponse peut-être un peu difficile. Mais je crois qu'on va quand même être obligé de s'attaquer à ça. Et alors, par contre, j'ai trouvé très fructueux l'idée, effectivement, qu'il nous faut repenser la territorialisation. Une agriculture territoriale, alors c'est les plans alimentaires territoriaux dont parlait Brigitte Allain, c'est l'idée que peut-être à l'approche de Paris, plutôt que de faire des céréales, il faudrait des ceintures vertes, des ceintures fromagères, enfin des ceintures pour alimenter Paris en circuit court géographiquement et peu d'intermédiaires, et qu'il y a peut-être une délocalisation de nos productions, de spécialisation exagérée selon les endroits. Et puis il a été évoqué, puisque le paysage fait rêver, le paysage post-pétrole, on a même rêvé, ça ne se fait pas que se fabriquer, on a dit le paysage c'est l'empreinte des paysans, c'est les agriculteurs qui le fabriquent, en tout cas ce milieu ambiant, les agroécosystèmes, c'est bien des écosystèmes aménagés par les agriculteurs. Et la question du meilleur usage qu'on peut faire de l'énergie solaire qui tombe sur le territoire français, je trouve, est une question très juste, qu'on a, je trouve, pas mal évoquée, même si on n'a jamais terminé le débat. Je comprends qu'il faille produire des calories alimentaires, produits de première nécessité pour notre alimentation. Mais je ne suis pas sûr qu'il faille aller au-delà de nos besoins et d'exporter à bas prix vers les pays du Sud des excédents de sucre, de céréales et de calories. Je pense qu'il aurait fallu mettre des quotas sur les céréales. Il ne faudrait pas supprimer les quotas sur le sucre. C'est une opinion personnelle. Vous avez le droit évidemment de ne pas partager ce genre de choses. Et par contre, la deuxième nécessité, je trouve qu'on en a trop peu parlé, ça a été évoqué quand même, c'est alors fabriquer des protéines. Vous savez que fabriquer des protéines, c'est très coûteux en énergie. Pour avoir un blé riche en protéines, on met des engrais azotés de synthèse, très coûteux en gaz naturel russe ou norvégien. Notre usine a explosé à Toulouse, il n'y a plus de gaz de lac, donc malgré tout, même s'il y a les gaz de schiste, c'est de l'énergie fossile, il va falloir être très économe en énergie fossile. Je pense que c'était ça l'idée de penser déjà le paysage post-pétrole, hein, j'ai entendu un petit peu. Mais alors l'urgence, c'est de remettre sur le territoire français des légumineuses. Hein. C'est-à-dire de fabriquer nos protéines sur le territoire français, avec de l'azote de l'air français, pour des animaux français, sur le territoire français. Je veux dire. Et quand je suis au Brésil et que je dis, mais nous ne devrions pas importer autant, vous savez que la France est déficitaire pour les 2/3, l'Europe pour les 3/4, en protéagineux, en plantes des légumineuses. Vous savez que le cassoulet de Castellodari, les haricots viennent d'Argentine. Vous savez que nos cochons, nos volailles, nos ruminants sont nourris avec du soja ou tourteaux de soja transgéniques en provenance du Nouveau Monde, quoi. Mais reconquérir notre indépendance, quand je dis ça au Brésil, on devrait produire de protéines chez nous, etc. Les Brésiliens me disent qu'ils sont franchement pas fiers de produire des protéagineux du soja pour nourrir nos cochons, me monter du doigt, nos volailles, nos ruminants, alors qu'eux préfèrent nourrir des Brésiliens. Il y a des gens qui ont faim dans les favelas, qui n'ont pas le pouvoir d'acheter un soja qui est produit chez eux. La pauvreté et la faim au Brésil, c'est comme chez nous les restaurants du cœur. C'est pas parce qu'on ne produit pas assez, c'est parce que les gens sont trop pauvres. Oui, il nous faudra aussi envisager, me semble-t-il, tout ce qu'on raconte avec une politique des revenus. Mais alors l'aménagement territorial, effectivement, c'est déjà bien penser l'usage de cette énergie solaire. Et je partage, Alain Canet était un peu provocateur, mais couverture végétale, la couverture végétale par un rayon de soleil doit tomber à terre. Tout doit servir à la photosynthèse. C'est le carbone du gaz carbonique qui va nous fournir l'hydrate de carbone, qui va nous fournir notre énergie, l'énergie compris pour fabriquer les protéines, etc. Je pense que tout cela est très juste, mais il nous faut l'approfondir. Ça va malheureusement pas souvent dans le sens de l'agrandissement, hein, qui souvent, à juste titre, hein, dans un système, il faut amortir un tracteur, il faut amortir une moissonneuse-batteuse, il faut amortir la charrue de foie douceur réversible, il faut amortir le robot de traite de l'éleveur laitier, et du coup, il faut s'agrandir. Or ça, malheureusement, c'est sans avenir dans la France des mille et un terroirs, et évidemment, ça nous coûte aussi en externalité négative. Donc je pense qu'on va devoir encore réfléchir à ces questions-là. Excusez-moi de parler dans ces termes-là. Alors la permaculture, les alternatives, c'est vachement sympa, quoi. Moi, quand on me demande ce que c'est que la permaculture, alors Maxime de Rostolan le sait, il m'a déjà entendu là-dessus, j'en dis le plus grand bien. C'est mon cours pratiqué par des extrémistes. Je sais pas, vous prenez ça comme vous voulez. Et Stéphanie me disait à midi, mais la ferme du Bec est loin, c'est génial, quoi. Sauf que le modèle économique, et Maxime l'a dit aussi, il a dit, mais attendez, tant qu'on ne mettra pas un malus au prix du pétrole et tant qu'on ne taxera pas les engrais azotés de synthèse, il n'y aura pas de légumineuses sur le territoire français. Hein.
Il faudrait mettre des droits de douane à l'importation du soja brésilien, ça fera le plus grand bien aux Brésiliens, mais il nous faudra aussi un jour mettre des malus, ça a été un petit peu dit, ce matin il y a eu des propos très très... il faut casser ces subventions qui nous sont destructrices, quoi. Il faut désormais rémunérer le travail, ça a été dit, il faut rémunérer cette agriculture en fonction du travail, une agriculture qui sera intensive en emploi, qui fera l'usage le plus intensif des rayons du soleil pour fabriquer des calories alimentaires, pour fabriquer des protéines alimentaires. On ira chercher les éléments minéraux en profondeur grâce à la racine des arbres, qui chercheront ça quand le sol est altéré, ça ira dans la feuille des arbres et le pommier fertilisera la prairie. C'est pas Alain Canet qui, je crois, me contredirait. Enfin, je veux dire, on a encore beaucoup de choses à discuter, me semble-t-il, là-dessus. Mais c'est vrai que tant qu'on ne changera pas les rapports de prix, tant qu'il n'y aura pas des malus sur ce qui nous est coûteux, tant qu'il n'y aura pas, au contraire, une rémunération. Et alors, du coup, effectivement, la rémunération, je vois bien les difficultés qu'on a, mais même entre nous, on le disait encore à midi, on parle de paiement. Alors, le mot paiement des services environnementaux est peut-être très mauvais, parce que ça laisse entendre que c'est encore des aides, donc encore de la mendicité, qui va être conditionnée par des trucs bureaucratiques. Alors que ce n'est pas vrai. Moi, tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est qu'on a envie d'agriculteurs, de paysans, ancrés dans leur pays, qui vont fabriquer un bon produit, qui mérite d'être payé en fonction de... Il n'y a pas de perturbateurs endocriniens, il n'y a pas d'antibiotiques dans la viande, et c'est cette qualité-là du produit, et des paysans qui entretiennent un paysage, et parce qu'ils rendent un service d'intérêt général, mérite une rémunération négociée. Moi qui étais fonctionnaire, excusez-moi, mais j'ai jamais considéré que mon salaire, quand j'enseignais ici dans cette maison, était une aide et une subvention. Je pensais que c'était juste le salaire pour un service d'intérêt général. Et après, aux étudiants de me dire si mon cours était bon et mauvais. Et j'ai compris que parfois, c'est quand même un peu raté. Ça a été dit tout à l'heure. Il y a des gens qui sont sortis de cette maison qui n'ont pas encore tout compris à l'agroécologie. J'en conviens. Mais je n'ai pas mérité mon revenu. Voilà, juste pour vous dire qu'il a été discuté. Moi, je trouve ça génial, tous ces extrémistes. Parce qu'effectivement, le modèle économique n'est pas encore au point, c'est clair. C'est beaucoup exigeant, c'est très exigeant en travail, même si après, ça peut l'être beaucoup moins. Il y a beaucoup de progrès qui se font. Mais alors, ce barrière à l'entrée, c'est quand même, ça a été évoqué, hein. Oui, terre de liens, oui, il faut quand même qu'on puisse laisser 30% des agriculteurs qui s'installent, c'est hors cadre familial, mais il faut, et c'est ceux-là qui arrivent avec peu de capitaux, peu de terrain, sont prêts à faire une agriculture intensive en emploi et n'ont pas les moyens. Et en plus, déjà, il y a un coût du foncier exorbitant, mais c'est vrai qu'on les condamne à mort avant même qu'ils s'installent, quoi. Donc il faudra quand même qu'on arrive à ça. J'ai entendu la question au moment de dire, alors à quoi ça sert les SAFER? Bon, c'était un peu dur comme question. Robert Lévesque était peut-être un peu émotionné à ce moment-là d'entendre une telle question. Mais oui, il va falloir quand même résoudre cette question du barrière à l'entrée et autres. Et puis, du coup, effectivement, la question devient, j'ai entendu, bio, local, équitable, j'ai entendu, il faut que les gens soient correctement rémunérés. C'est ça qu'il va falloir, sur lequel travailler, c'est de permettre en sorte que des agriculteurs, des paysans, droits dans leurs bottes, soient payés non pas par des aides, mais par des rémunérations en fonction de la qualité du produit et des services d'intérêt général. Et il faut passer à l'acte. Alors le passage à l'acte, je crois que ça a été dit. Chacun de nos comportements de consommateurs, c'est comme un vote, j'ai entendu, c'est déjà, ça influe. Et la consommation de produits bio a plus que doublé au cours des 5 dernières années, c'est bien... malgré la stagnation du pouvoir d'achat, qu'il y a des comportements de consommateurs qui ne sont pas que imputables au pouvoir d'achat et qui peuvent être fonction de, on veut être mieux nourri, plus de fibres, moins d'antibiotiques dans la viande, pas de perturbateurs endocriniens dans nos fruits et légumes. J'entends que Terre de Liens essaie d'installer des jeunes agriculteurs. Chapeau. Je pense que les associations de parents d'élèves pourraient exiger que tout soit bio à la cantine. Ça aiderait le passage de la loi, je ne vous cache pas, sur l'alimentation territoriale. Parce que c'est quand même là, les gamins, on sait que c'est plus in utero jusqu'après la puberté, que les perturbateurs endocriniens, ça se traduit par des maladies neurodégénératives et des cancers hormonodépendants plus précoces que pour les gens de ma génération. Donc, les associations de parents d'élèves. Après, on a évoqué les AMAP. Après, il y a peut-être des alternatives aux AMAP. Ça a été discuté. Je n'ai pas senti qu'il y avait de sectarisme nécessairement par rapport à ça. J'ai cru comprendre aussi que si on veut parfois que le CETA, le TAFTA, les accords de partenariat économique ne soient pas imposés aux pays africains, il ne fallait pas aussi complètement renoncer à nos droits de vote, même si on n'a pas toujours dit le plus grand bien de nos politiques. Mais bon, j'ai entendu un peu ce genre de choses. Enfin voilà, moi j'ai envie de dire... D'abord, je ne sais pas comment vous avez été aussi sage, hein,
Alors, moi, mes étudiants, jamais aussi longtemps. Hein. Je vous dis tout de suite, c'est pas possible. Mais donc, je vous remercie pour votre participation, la façon, la cordialité avec laquelle ça s'est passé. Je crois que chacun a quand même pu s'exprimer. J'espère le moins de personnes s'est senti stigmatisé aujourd'hui. On a pu évoquer nos chamailleries, mais je pense de façon, parce que c'est normal qu'il y ait des contradictions. C'était fait pour ça, cette réunion-là. Et du coup, il nous faut vous remercier. Il faut remercier effectivement les intervenants. Je vous le dis tout de suite, un grand, grand merci. Vous avez de plus, pour l'organisation, hyper sympa, hein, ça a été remarquable, vous répondiez aussitôt, c'était très facile à organiser et tout, et pratiquement pas de défection, et les défections en tout cas parfaitement justifiées. On n'oubliera pas effectivement de mentionner les gens qui sont obscurs et qui ne sont pas montrés, mais qui sont à l'atelier multimédia de l'AgroParisTech. Aurélie, qui s'est fait extrêmement discrète, mais qui va vous ouvrir la porte dans très peu de temps pour avoir accès à un cocktail, mais cette fois-ci, c'est promis, la porte sera ouverte. Et je crois que Laurent Gervevaux veut juste vous faire une petite invitation. Voilà, merci. Voilà, pour finir nos 4 prochains rendez-vous cette année, donc 14 mars, ici même, 18h-20h, une soirée consacrée à René Dubos. René Dubos, c'est beaucoup moins connu en France que René Dumont, parce qu'il a fait toute sa carrière aux États-Unis. C'est quelqu'un d'absolument essentiel pour l'écologie. Il a commencé rien moins qu'en inventant le premier antibiotique, et il a fait en 69 cet ouvrage L'homme, cet animal, qui a été prix Pulitzer, et en 72 avec Barbara Ward le grand discours de Stockholm, avec la formule pensée globale, agir local. Nous aurons la chance d'avoir Jean-Paul Escande, professeur Escande, qui l'a très très bien connu, donc une soirée sur Dubos. Deuxième rendez-vous, 2, 3, 4 juin, rendez-vous au jardin, donc ce sera sur ce site et également au château de Grignon, près de Versailles, Plaisir Grignon. Donc ici, vous aurez la possibilité, en vous inscrivant, de visiter le potager, le verger et les ruches qui sont sur le toit, avec les étudiants qui travaillent justement sur cette agriculture urbaine dont nous avons parlé aujourd'hui. Vous aurez dans la même visite la visite de l'ancienne bibliothèque qui est absolument magnifique avec une installation d'artistes sur le thème de la biodiversité, et il y aura une exposition sur les murs. Tout ça est évidemment totalement gratuit. Grignon, grande exposition autour du terme de la biodiversité, avec une histoire des herbiers, des planches, notamment les bois gontiers qui font 2,50 m de haut, des gouaches originales qui étaient des planches pédagogiques de 1880 qui seront exposées, plus tout un ensemble de documents précieux autour de cette thématique, et puis la visite du parc, l'arboretum, voilà. Rendez-vous suivant avec toujours le partenariat de la Fondation Dumont, les rencontres promenades d'Argentat sur Dordogne, donc c'est 20-23 juillet. C'est un vieux port de Gabard, plus grand couloir forestier de France, 4 jours entièrement gratuits, 45 événements avec des savants. Marc sera là. Gilles Clément et beaucoup d'autres, des savants, des créateurs, Speedy Graffito, Mandrika qui vient présenter la première rétrospective de dessins originaux autour du concombre masqué, le premier super-héros végétal, et apiculteurs, musiciens, enfin vous avez énormément de choses qui se passent pendant 4 jours. Le programme est en ligne, histoire au pluriel de passageaupluriel.com. Le dernier rendez-vous, qui est le 15 et 16 novembre, on se retrouve ici pour un grand colloque, donc sur 2 jours, sur une question qui a été abordée aujourd'hui, qui est la question de la biodiversité et de la culturodiversité. Généralement, ce sont des choses qui sont traitées totalement séparément par des spécialistes qui se rencontrent peu, et là, nous traitons justement volontairement ensemble ces 2 questions, biodiversité et culturodiversité, donc sur 2 jours ici dans l'amphithéâtre AgroParisTech. Encore un immense merci, et allez voir en ligne musée-du-vivant.fr pour toutes nos activités.